Bienvenue sur Amigol tout le monde. Bienvenue à toi. J'espère que tout le monde va bien. Ça va super, Rodrigue. Oliver, Aimé. Super. Et le retour de Ben. On est là. J'espère que ça va. De toute façon, on s'est déjà vu ce week-end. Il va très bien, il a bien mangé, le Ben, il est présent. Un bon poulet. Voilà, c'est ça. Vous connaissez déjà Amigol. Amigol est de retour pour une nouvelle vidéo, un nouveau débat. On va reprendre l'actualité des derniers jours. Et l'actualité du moment, on sait c'est quoi. La Coupe du Monde des clubs qui s'est achevée ce dimanche avec une victoire surprise. Victoire surprise de Chelsea face au grand favori Paris Saint-Germain. La meilleure équipe du monde, de l'histoire. On commence direct par ça, par les pics et les pics. Le PSG, le plus grand de l'histoire, l'épouvantail du moment qui a perdu face à Chelsea. Là, on revient sur cette compétition. Ouais. On va faire un bilan de cette compétition, de toute façon. Voilà. Chacun va donner son avis. On va dire comment chacun a apprécié cette compétition. Quelles ont été nos surprises. Les points négatifs. On va parler de l'organisation. On va parler du dénouement. Et des joueurs lauréats aussi. Ouais. Parce qu'il y a eu des trophées décernés aux joueurs. Ça va être intéressant. Exact. Donc, pour commencer les gars, première question. Déjà qu'on en avait déjà parlé en vrai de cette compétition. On avait dit oui, coupe en bois ou pas coupe en bois. Trophée important ou pas trophée important. Est-ce que l'Europe va rouler sur les autres équipes? Ouais. On a eu les réponses. On a les questions aussi pour les prochaines saisons. J'aimerais bien commencer par Monsieur Oliver, l'homme en rouge aujourd'hui. Je pensais qu'on avait commencé par Ben, parce que vu qu'il n'était pas là pendant plusieurs émissions. Non, moi je vais commencer par toi. Il m'a manqué. Oui, t'as manqué, mais Faut t'es commencer l'invité. par les têtes d'affiche. Toi, on a commencé par toi, parce que toi, t'as eu des mots forts, t'as eu des mots très forts par rapport à cette coupe. Donc, Ouais, j'ai envie d'avoir ton retour là-dessus. Ouais, déjà bonjour à tous. Oliver pour l'amour du jeu. Effectivement, là on va revenir sur la compétition. Moi, comme je l'avais évoqué lors du dernier épisode. Personnellement, même après ces plusieurs semaines où on a regardé les matchs, on a essayé de s'imprégner de l'ambiance, parce qu'effectivement on parle de ce qui s'est passé, en tout cas là on parle a posteriori, mais déjà en amont, moi cette compétition elle me parlait pas. Maintenant, pour être tout à fait honnête et donner un avis, il faut essayer de s'imprégner, il faut jouer le jeu. Mais même en jouant le jeu, et je pense que... T'as eu du mal. J'ai eu du mal. Ouais. J'ai eu du mal pour plusieurs raisons. Mais globalement, déjà, c'est par rapport à l'endroit. Parce que quand on parle Coupe du Monde des clubs pour cette première édition, on est sur le territoire des États-Unis. Et le territoire du soccer. Voilà. Et quand les matchs se sont déroulés, que ça soit en termes d'ambiance, en termes de remplissage de stade, de chaleur, etc., pour moi, d'une certaine manière, l'endroit, il n'était pas très bien choisi. Après, comme on l'a évoqué, le but, il était probablement de conquérir un nouveau marché. Infantino, il joue le jeu, il essaye de grappiller. Ok, ça, c'est des choses sur lesquelles, finalement, nous, en tant qu'observateurs européens, on n'a pas trop la main dessus. Et donc, très rapidement, on avait dit que cette compétition, elle était orientée vers d'autres marchés. Et au final, quand on a regardé les matchs, on a vu des équipes qui étaient parfois très intéressantes. Maintenant, quand on évoque le Flamengo de Gerson, quand on voit Fluminense, etc., finalement, en fait, regarder la compétition, c'était même pas, pour moi, regarder la compétition des équipes européennes, parce que les équipes européennes, on va les retrouver en septembre. Durant l'année, on venait de les quitter. Donc, en fait, pour moi, c'était même pas ça l'enjeu. C'était de découvrir une manière de jouer, découvrir des collectifs, d'autres clubs qui parfois sont dans des championnats Copa Libertadores, nos amis du Japon, etc., etc. Donc à ce niveau-là, moi c'était de la découverte. Mais globalement, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, tout simplement. C'est un oui pour le futur ou un non pour la suite, pour le futur? Je dirais, de toute façon, je pense que ça sera un oui. Parce que la dimension financière, je pense qu'elle est tellement importante. Par ailleurs, je dirais que peut-être l'endroit a changé. Moi, ça m'aurait
je pense que l'engouement aurait été différent. Si par exemple ça avait été en Argentine, si ça avait été au Brésil. En fait, par rapport, je pense aussi. par rapport à l'énergie qui aurait transpiré de ces matchs qu'on aurait regardés. On n'aurait pas vu des stades se remplir à la 45e minute. Des pays de football, des vrais pays de football, oui, quand tu parles de l'Argentine. Exact. Et on aurait vu probablement dans les rues beaucoup plus d'émulation. D'accord ? Totalement, je suis d'accord. Et le deuxième point, c'est s'il y a des choses à modifier, parce qu'on sait très bien que ça sera renouvelé. Pour moi, c'est l'attribution. En fait, c'est même l'admission des clubs. Je pense que ça, il va y avoir des changements là-dessus. Je suis pas pour vous les gars, mais après on demandera l'avis aux autres. Parce qu'en fait, pour moi, l'admission des clubs va nous donner une vision de ok d'accord, là il y a le Gotha européen, là il y a les plus grands clubs d'Amérique du Sud, etc. etc. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on aura eu une clarté, on pourra rentrer dans la compétition en disant d'accord, là au final on voit le gratin. Non mais forcément. Là, c'était une première édition. Il y a toujours des choses à améliorer. Voilà, je pense que c'est un test. On a parlé aussi de ce côté de promotion pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu aux États-Unis, Canada et Mexique. Donc, il y a ce côté-là pour attiser ce monde-là pour cette prochaine Coupe du Monde. Donc, oui, tu as soulevé plusieurs points qui sont intéressants. On va les évoquer. Toi, Aimé, ça a été quoi ton appréciation, ton jugement sur cette compétition ? Non, moi je vais y aller directement. Franchement, c'était pas la compétition du siècle, pour moi. Pour plusieurs raisons. Comme tu l'as dit, il y avait ce côté ferveur populaire que j'ai pas du tout senti. Que ça soit dans le remplissage des stades, on avait des gros matchs, par exemple un PSG Bayern, tu te dis, qui est un gros match pour nous. Ça peut être une finale de Ligue des Champions. Dans le football européen, par exemple, je sais que au début du match, par exemple, le stade il a mis pas mal de temps à se remplir. Voilà, sur plein d'exemples comme ça, même en phase de poule, etc., ou même des équipes, même si elles sont un peu plus modestes, on peut se dire que, par exemple, dans une compétition comme l'Euro, la Coupe du Monde, etc., même sur ces matchs un peu plus modestes, on a toujours ce truc où, ce match, moi, j'ai envie de le regarder, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Sur cette compétition-là, j'avais même pas ce sentiment-là. Du coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la compétition, même si j'ai quand même pas mal regardé. Je me suis vraiment intéressé à la compétition à partir des quarts, demi, parce qu'il y avait commencé à avoir des confrontations un petit peu directes entre équipes que je voulais voir, notamment moi qui supporte le Real Madrid. Du coup, je voulais voir un petit peu comment ça allait se passer. Sinon, je pense qu'on a dû vibrer sur peut-être le match du PSG contre le Bayern, sur la finale qu'on avait envie de voir, sur le Real Dortmund un petit peu à la fin. Mais sinon, globalement, si tu fais un retour global sur la compétition, franchement, j'ai pas été très emballé même par le niveau. C'est sûr que j'ai pu quand même découvrir des équipes comme Botafogo, etc. Mais par exemple, quand j'ai regardé le Botafogo Palmeiras, pour moi, c'était pas le match du siècle, tu vois. C'était pas le match du siècle, c'était un match très dur physiquement, etc. Même si c'était sympa, tu vois, de voir les équipes brésiliennes s'affronter, ça n'a pas été quelque chose qui m'a forcément transporté cette compétition. Ça t'a pas été transcendé, quoi. Ouais, je m'en souviendrai pas dans 20 ans. Ouais, ça t'a pas donné des frissons. Ça m'a vraiment rien donné. En vrai, ouais. Honnêtement, en vrai. Ouais. C'est-à-dire que même la défaite du Real, par exemple, ça a eu une grande résonance, on va dire, internationale, etc. Oui. Mais on va dire plutôt sur... pas tant sur le fait que la compétition soit vraiment importante, c'est plutôt sur le fait qu'on a tous des inquiétudes sur comment est-ce que ça va se passer, etc. Pour le Real Madrid, pour l'an prochain. On aura l'occasion d'en revenir plus tard. Mais ouais, tout ça pour dire que cette compétition, elle m'a pas emballé. Enfin, je m'en souviendrai pas dans 10 ans. Mais bon, c'était bien à tester. Après, je pense que c'est une compétition qui vise quand même à s'améliorer. Parce que aussi, ce qui m'a pas emballé, c'est qu'on n'avait pas le champion d'Espagne, qui est quand même le Barça. On n'avait pas le champion d'Angleterre, qui est quand même Liverpool. On n'avait pas le champion du Portugal, qui était le Sporting. C'est-à-dire qu'on avait toutes ces équipes un petit peu, en fait, du moment, qui auraient pu apporter aussi quelque chose à cette compétition. Mais en fait, on les a pas vus. Et c'est quelque chose qui a été un petit peu, je pense, regrettable pour cette compétition, quoi qu'on en dise. Même si, on sait, il y avait une histoire de sélection, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui vise à s'améliorer. Et de toute façon, je sais qu'il me semble qu'ils en parlent déjà d'accorder plus de place que ce soit aux équipes européennes, etc. Peut-être passer une compétition à 48, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'a grandement emballé pour l'instant. Pour moi, c'est pas une question de place. Parce que tu parles de sujet d'amélioration, je pense pas que ça soit une question de place. Je pense qu'il y a une question de mérite. Ouais, mais je pense que c'était quand même plus intéressant quand même d'avoir le Barça, par exemple. Oui, que ce soit même le Barça, que ce soit... on a vu aussi Benfica qui était là, mais tu vois, il y avait des bonnes équipes. Ouais. Mais en dehors de ces équipes européennes et de l'Inter Miami, je pense qu'il y a un vrai sujet de mérite. Ouais.
mérite de position dans les classements, dans les championnats respectifs de chaque club. Surtout, Je pense que c'est vraiment le plus gros, c'est cette partie. C'est cette partie vraiment à améliorer. Bien sûr. Et après, le déroulement de la compétition, à voir comment ça va se passer. Oui, la position dans les stades, le remplissement et tout ça. Je pense que en Europe, on a vu la chose arriver. Je pense que dans des pays comme les US, c'est quelque chose qui est arrivé en second plan. Et même 3e, 4e plan. Parce que quand tu parles des US, tu as quand même la NBA qui arrive. C'est le Super Bowl qu'ils sont en train de préparer aussi. La Coupe du Monde aussi. Ils préparent la Coupe du Monde, mais ça arrive vraiment après le football, tu vois. Il va y avoir aussi, il y a le baseball, il y a le hockey. C'est des choses qui vont avoir un plus gros engouement que le football, clairement. Très clairement, qui vont attirer beaucoup plus de monde. Non, mais c'est vrai, juste pour revenir sur ça, en fait, à partir du moment où on va chercher jusqu'à 4 ans en arrière, ça veut dire que là, la méthode d'admission, c'était on va chercher jusqu'à 4 ans. C'est pour ça qu'on a vu des clubs un peu, on se dit, en fait, pourquoi il y a Leipzig, pourquoi il y a tel club, etc. C'est la méthode donc, voilà, pour sur moi, les classements UEFA. Parce qu'en fait, en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Mais énormément de choses. En fait, en 4 ans, le club... Je sais pas moi, le club qui a gagné 4 ans la Ligue des Champions, aujourd'hui il peut être au fin fond des oubliettes ou en tout cas avoir vendu la plupart de ses joueurs et être sur une autre dynamique. Maintenant tu vas l'inviter, or que lui il est dans le trou. Mais oui, mais Chelsea qui a gagné cette année, on va revenir là-dessus. Bien sûr. Qui te dit que dans 4 ans il sera encore là. C'est exactement ça. C'est comme, c'est le principe même de la Coupe du Monde. Mais généralement sur une vraie Coupe du Monde, quand on prend les équipes nationales, on a un socle. On sait qu'il sera là. Même si voilà, il y a eu quelques trucs, il y a toujours un cycle. Il y a toujours un cycle qui fait que certaines équipes phares, elles vont chuter, mais elles vont finir par revenir. Les clubs, c'est pas du tout la même histoire. Certains clubs chutent et ne reviennent plus. Jamais. Donc voilà. Et moi, ça me fait plaisir de changer, de demander l'avis à cet homme parce que ça fait longtemps, on l'a pas vu. Moi, je suis content de lui demander son avis. Ben, en plus, c'est ton club qui arrive en finale. Donc, dis-nous ton ressenti. En plus, tu l'as dit juste avant en off. Est-ce que tu as été touché par cette compétition ? Les gars, moi je crois que je vais être un peu plus dur que vous, carrément. Sincèrement, dans mon esprit, moi je me disais, mais cette compétition, elle a frôlé la catastrophe en vrai. Non, mais moi je vais te dire pourquoi. Déjà, tu regardes le match d'ouverture. Déjà, tu sens l'ambiance, tu sens que t'es. On dirait un match de baseball. Je sais pas si t'as déjà regardé un match de baseball où c'est plat, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Et surtout, mes frérots, j'ai l'impression qu'ils avaient engagé le réalisateur pour le match la veille. Ouais, la réalisation américaine, j'ai détesté. C'était une dinguerie. C'était horrible. Juste avoir un ralenti. Le but, t'avais un ralenti. Point, c'est fini. Non, il n'y avait même pas genre plusieurs angles. C'est bizarre quand même, parce que chez eux, dans leur compétition, t'as des 15 000 ralentis. Mais ils connaissent pas le foot. Tu vois, il y avait des actions. Par exemple, je sais pas, un match d'ouverture, je crois, il y a une action, je sais plus qui a. Il y a un joueur qui met un petit pont. Action magnifique. Tu connais le foot, tu dis ralenti. Moi, j'ai attendu le ralenti. J'ai attendu 1 heure. Il y avait pas. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu le ralenti. T'as qu'à te souvenir. Même quand il y avait aller chercher sur YouTube, tu vas regarder. Non, mais c'était une dinguerie. Même quand il y avait un but, un ralenti. Tu vois. Même l'angle, les gens se sont plaints de ça. Et ensuite, gros, quand t'en arrives à brader les places pour que les gens viennent, même commercialement, moi j'aimerais voir les chiffres de la compète. Parce que certes, ça peut être intéressant. Infantino nous dit que c'est un succès. Franchement, moi je demande du premier match. Après, c'était Inter Miami contre je sais plus qui. Al-Ali, il joue. Non, même pas du premier match. L'audience Paris-Atlético. Je sais pas. Moyen. En France en France, moyen. Okay. Nous, on a surtout regardé la finale parce que voilà, c'était une belle affiche, ça donnait envie d'aller regarder. Mais sincèrement, moi, j'ai regardé la compète comme. Tu sais, pour moi, c'est les compètes de pré-saison, là. Ouais, tu vois, on était. Parce que tout à l'heure, tu parlais du match de l'Impact qui a eu la défaite du Real face au PSG. Ouais. Moi, j'étais là, mais les gars, vous êtes sérieux, là? Alors, on parle déjà des équipes qui sont lessivées ces fins de saison. On parle d'un coach qui est arrivé il y a 3 heures. Tu crois, il a mis quoi comme système? Là, on est déjà en train de critiquer son travail. Exactement. Ça, j'ai pas trop aimé. Il n'y avait pas besoin d'en faire autant, surtout sur Xavi. On va revenir sur ce sujet du Real. On a un problème, mais c'était pas Xavi. Mais c'est pas là le sujet. La personne vient d'arriver. Il vient d'arriver. En fait, on a déjà parlé ça, c'est ce sujet de culture de l'instant, parce qu'il va y avoir un grand nom qui va arriver et on en fait des tonnes. Comme ça, c'est ce qui s'est passé clairement avec le Real. Mais ce qui est intéressant, ce qui est paradoxal, c'est que tu arrives à en faire des tonnes sur un club pour une petite défaite, parce que j'estime que c'est une petite défaite. Au vu de
Oui, non, je parle pas du 4-0. Je parle de l'ampleur. Je parle en termes d'ampleur. Oui, On parle en termes d'ampleur. Le Real, les joueurs, tu les vois, ils étaient peut-être déçus d'avoir perdu, mais t'as pas perdu une finale de Ligue des Champions, t'as pas perdu une demi-finale de Ligue des Champions. Après, tu sais qu'au Real, tout est un drame. Oui, c'est les Espagnols, ils sont comme ça, ils aiment bien dramatiser les choses. C'est la dramaturgie, ils aiment bien ces choses-là. Mais en réalité, c'est pas si important que ça. Tu t'en fais des tonnes sur un club, mais t'arrives pas à créer cette hype pour ta compétition. Tu vois ce que je veux dire? Mais la manière dont eux ils ont pris la défaite, et je pense l'importance que ça avait du match contre le PSG, parce que du point de vue du Real, cette compétition c'était aussi une manière de pouvoir redorer son blason, de dire ok d'accord, sur l'année on n'a pas été forcément très performant, la Ligue des Champions on n'a pas été au rendez-vous, championnat aussi contre Barcelone on s'est fait écraser, etc. Là je pense que c'est le plus dur pour eux, ça. Voilà, là aussi c'était une manière de pouvoir se dire bon bah on peut être d'une certaine manière revenir sur le devant de la scène en gagnant la première compétition, se dire même champion du monde. Donc eux ils le prenaient comme ça, comme un goût de revanche. Mais qui adhère à cette story, à cette storytelling réellement, tu vois? Quel supporter du Real par exemple va te dire moi je les supporters du Real, moi j'y crois. Franchement il y en a beaucoup qui sont montés dans le train. Non, c'était vraiment en fait c'était le même Mbappé lui-même, je me souviens de l'interview quand on lui parle de tu as une saison blanche. Moi, clairement, dans sa tête, c'est à ça qu'il pense. Ouais, mais attention, lui, il sait comment les médias fonctionnent. Lui, il est partie prenante. Donc, il sait que, bon, j'ai peut-être là-dessus une petite chance, mais en tant que sportif, moi, je suis convaincu que tous les sportifs qui ont participé à cette compétition, ils se disaient tous... vaut mieux on en finisse vite, on aille en vacances. Non, moi je suis pas sûr. Je pense que plus t'avances et plus tu t'es pris un petit peu au jeu. Exactement. Notamment quand t'arrives en demi-finale, du coup, le PSG Real, je pense que les deux équipes voulaient vraiment gagner. Et moi je pense que c'est l'histoire qu'il y a derrière. Oui, bien sûr. C'est pas tant le match en lui-même pour cette compétition, c'est Mbappé qui retrouve le PSG, deux grands clubs quand même qui se confrontent. Donc sur le moment, c'est comme le Chelsea PSG en finale, ça reste quand même deux grosses équipes. Donc t'as envie quand même de... Mais en vrai, sur la compétition, je pense pas que... avant cette compétition, quand elle allait commencer, les joueurs étaient forcément hyper emballés. On l'avait évoqué que je pense que cette compétition-là, elle était plus d'un point de vue financier, parce que quand on regarde les chiffres, le PSG a quasiment empoché plus de 100 millions d'euros. Ils sont donc en fait, donc à partir de ce moment-là, maintenant c'est pas 100 millions pour les joueurs. C'est-à-dire que pour les clubs. Effectivement, eux ils récupèrent une partie, mais au départ et durant l'année, je pense qu'ils n'étaient pas hypés. Et après, quand tu rentres dans la compétition, que tu vois effectivement que, regardez, quand on voit le planning du PSG, en tout cas quand on voyait l'ensemble des matchs, en fait, il y avait une histoire à raconter pour tous les matchs. Parce que le premier match, c'était Inter-Miami, on va aller taper Messi. Exact. Après, le match d'après, c'était Bayern-Munich. Ah, mais en fait, vous avez quoi contre le Bayern-Munich? Oui, mais ils nous ont gagné il y a 2 ans en finale. Et puis après, quand on avait Messi, ils nous ont tapé aussi à l'Allianz Arena. C'est exactement ça. En fait, à chaque fois, on voulait nous raconter quelque chose. En fait, c'est toujours les antécédents qui ont fait que les matchs étaient intéressants, pas la compétition en elle-même. Mais c'est ça que je dis, tu vois. Mais ça, c'est l'avis du supporter parisien aussi, d'une certaine manière, c'est pouvoir aussi se galvaniser, parce qu'ils étaient sur un run où ils voulaient tout gagner. Bien sûr. Après, on l'évoquera par la suite, mais ils voulaient tout gagner, et à chaque match, on te racontait une autre histoire. Là, c'était le Real Madrid. Il y en avait certains qui jouaient les hypocrites. Non, mais c'était le Real Madrid, on voulait taper le Real Madrid parce qu'ils nous ont gagné la dernière fois avec Benzema. Non, tu mens. C'était contre Mbappé que t'en voulais. La vérité. Tu voulais la peau à Mbappé, à mon bouton. Tu vois, demain, il y a un France-Italie match amical, mais les gens ils vont repenser à 2006, coup de tête et tout, rivalité. C'est comme ça, même si on va se dire match amical, parce qu'il y a les antécédents. Mais si on parle, moi je veux vraiment parler de la compétition en elle-même. Personne n'était très hypé. Nous, les téléspectateurs, et même les footeux, franchement, à voir les interviews, mais moi j'en doute. Moi je pense que j'ai du mal encore à avoir des rencontres de clubs en juin. En fait, je pense que même moi, mentalement, pour moi, en fait, cette période-là, c'est à la limite championnat d'Europe, c'est regarder une Coupe du Monde, mais en fait, revoir son club au mois de juin. En plus, tu voyais l'ambiance, il fait chaud, pause fraîcheur, etc. On a vu des images comme ça. En fait, au mois de juin, juillet, avoir ce type d'image-là, je pense qu'en fait, on n'est pas encore prêt. Après, voilà, mais mentalement, nous, on est préparé à autre chose. On est clairement préparé à ce que ça soit l'intersaison, les joueurs vont en vacances. Ce qui va généralement nous hyper tous, c'est la période des transferts. Quel transfert
transferts blockbuster il va y avoir, quel grand attaquant tel club va acheter, qui va switcher de tel pays à tel pays, quelle somme va être dépensée par tel grand club, c'est surtout ça. Sur ces dernières années, c'était quoi? Est-ce que City va débourser tant? Est-ce que en Ligue 1, Monaco va réussir à faire une bonne affaire? Est-ce que là, Barcelone, ils sont dans la merde un peu. Est-ce qu'ils vont trouver un moyen de se sortir de ça ou signer personne comme ils ont l'habitude de faire depuis 3 ans? C'est le moment de Fabrizio Romano. C'est le mec de Twitter là. C'est exactement. Here we go, c'est maintenant. Mais il en a totalement joué. Laissez le football, il a nous, on veut totalement ça. joué. Il en joue totalement. Et clairement, c'est ça. Et bizarrement, je trouve qu'avec cette Coupe du Monde des clubs, ça a été un peu mis de côté tout ça. Et on n'est pas habitué à ça, c'est clair. Mais après, pour nuancer quand même, c'était quand même sympa de voir 1 ou 2 matchs sympas au mois de juillet. Bah oui, tu vois, franchement, on crache pas dessus, ça c'est sûr. Mais forcément, justement. On n'a pas eu beaucoup de non, mais ça n'a pas été un niveau incroyable. Le niveau n'était pas incroyable. Mais c'est normal. Non, mais ils étaient fatigués. Il y a des équipes d'un moindre niveau. Il y a tant d'équipes qui ont joué plus de 60 matchs, des joueurs qui ont joué je ne sais pas combien de matchs. Quand je ne parle pas d'Hakimi parce que lui, je ne sais pas dans quel état sont ses jambes et au niveau nerveux, je ne sais pas dans quel état il est lui. Franchement, il a grandement besoin de ses vacances. On a vu des photos de lui, il était complètement détruit, complètement KO. Non, mais c'est réel. Maintenant, quand on prend les équipes qu'il y a eu, il y a quand même eu des belles surprises. Moi, je préfère d'abord parler des belles surprises. Après, on parlera justement des équipes au cas par cas. Al Hilal, si je ne me trompe pas, c'est bien Al Hilal. Moi, j'ai été bien surpris par Al Hilal. Fluminense, qui est une équipe, parce qu'on parle des équipes européennes qui ont joué énormément de matchs. C'est Maresca qui s'est fait taper sur les doigts en disant oui, on a galéré un peu, on les a battus juste 2-0, mais on a joué combien de matchs? Fluminense avait joué 2-3 matchs de plus qu'eux. Ils se plaignaient du nombre de matchs. Donc, les équipes brésiliennes, les plus petites équipes, sur le papier, ont montré des belles choses. On a vu City qui s'est fait sortir par Al Hilal. On a vu Paris perdre contre Botafogo. Moi, j'étais déçu de deux pays, ou en tout cas, moi, c'est l'Argentine. J'étais vraiment déçu parce que je m'attendais à mieux de River, de Boca, etc. Je trouvais qu'en fait, bon, on sait très bien que c'est pas forcément un jeu léché, même au Brésil ou en Argentine, mais là, à ce niveau-là, technique et dans l'impression visuelle, je trouve qu'en fait, on passera rapidement à côté de leur match et ils vont même pas nous laisser un bon souvenir. Et après en fait, genre, c'est nos amis africains aussi. Tu vois, en fait, ils ont limité mis de côté. Mais ils sont là, mais ils sont là pour faire le nombre. Mais en soi, je suis désolé, pour moi, ils avaient quand même une carte à jouer parce que on peut se souvenir d'autres clubs et en fait, pourquoi on se souviendrait pas de l'Espérance, de l'Espérance, etc. De Wydad, mais donc en fait, c'est pour ça que moi, à la limite, c'est ces deux pays ou en tout cas 2 continents qui m'ont un peu gêné. En termes de l'Argentine et puis le continent africain qui n'a pas joué sa carte pour moi. Tu vois le côté positif aussi qu'il va y avoir pour cette Coupe du Monde. Je pense que depuis toutes ces années, les continents comme justement l'Afrique et peut-être les pays comme l'Arabie Saoudite qui commencent à émerger, ça va servir à ces différents continents et pays. Justement, c'est là que je pense qu'on va pouvoir se dire que ces pays vont pouvoir développer quelque chose. Ils vont pouvoir vraiment avoir un intérêt à se dire je vais aller concurrencer les grands clubs européens sur une Coupe du Monde des clubs. C'est déjà arrivé sur la première version qu'il y avait, mais là, ces petits clubs-là, ça va être leur moment. Et il va y avoir un intérêt, pour moi, plus fervent et ce qui va leur permettre de se développer. Je pense. Donc ça veut dire que la version qu'on connaissait avant, elle va plus exister. Celle où on faisait... il n'y a rien eu d'officiel là-dessus. Mais donc ça veut dire... Parce qu'en fait, pour moi, le problème de cette compétition, c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, il ne faut pas être sur une compétition avec trop de clubs. C'est pas un restaurant flunch où il y a beaucoup de gens, etc. À un moment donné, il faut qu'il y ait un cercle et qu'on comprenne et qu'il y ait une logique à ça. Maintenant, de l'autre côté... c'est de se dire, ok, là, quand on va avoir une compétition, mais l'autre compétition qu'on avait en hiver, où il y avait les gueux qui se tapaient entre eux, là, et qu'après, les clubs européens, ils rentraient en demi-finale, ils faisaient 2 matchs, ils gagnaient la coupe, il faut un entre-deux. Et en fait, pour moi, celle d'hiver, elle n'a plus aucun sens. Elle n'a plus aucun sens. Celle maintenant de 4 ans. Intercontinental, là elle n'a plus aucun sens. Intercontinental, ils se tapaient entre eux, et après, c'est une finalement, sorte de coupe demi-finale, des ils arrivaient. confédérations qu'ils faisaient, que même coupe des confédérations qu'ils ont supprimée, je pense que même celle-là, tu dois l'enlever et laisser place à la Coupe du Monde des clubs. Si tu veux vraiment la développer, logiquement. Si tu veux vraiment développer ce sujet-là, cette compétition-là.
Donc voilà, si tu veux aussi que, justement, il y ait eu un réel intérêt, c'est ça que tu dois faire, je pense. Ouais. Après, maintenant, on peut revenir justement sur les clubs européens. On s'attendait vraiment, à se retrouver à un dernier carré purement européen, même pas une seule équipe d'un autre continent. Pour le coup, c'est pas ce qui s'est passé. On a eu Fluminense qui est venu tirer son épingle du jeu, tout ça. Moi, je vais juste revenir au cas par cas sur les différentes équipes. Je sais pas par laquelle commencer. Parle de l'actualité tout de suite, parle du PSG. Je voulais mettre le PSG, mais j'ai envie de le mettre après, tu vois. Parce qu'il y a tellement de sujets. Parce que, en vrai, le PSG, on commence la compétition. Qui se dit qu'un jour ils vont perdre? Parce qu'on les voit arriver en finale. Ouais, ils vont arriver en finale, mais on les voit pas perdre. Jamais. Pour moi, je les vois en épouvantail. Même me demander encore ce week-end, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je leur dis, ils vont leur rouler dessus. Ouais. Moi, je pensais qu'ils allaient rouler sur Chelsea. Ah, la finale ou au début? Toute la compétition jusqu'à la finale, ouais. Moi, je me posais une question au début de la compétition. Je me suis dit, tellement ils sont allés haut au niveau des émotions, et c'est totalement compréhensible parce que ça faisait X temps qu'ils voulaient leur coupe. Je me suis dit, comment ils vont l'aborder? Et après, finalement, quand tu vois le premier match contre l'Atlético, tu fais, ah, ok, d'accord. Les mecs, en fait, ils sont sur leur lignée, ils surfent, et là, personne va les arrêter. Ouais. Même au final, quand il y a eu l'accro contre Botafogo, ok, il y avait. Une erreur de parcours. C'est un accro, mais un peu les mêmes accros qu'il y avait eu durant la saison où ils gagnent pas contre l'Atlético, où ils gagnent de peu contre Gérone, etc. Tu disais, après, ils vont aller jouer contre Seattle, il me semble, et puis, ils les fessent. Donc, en fait, moi, c'était juste la question de, avant la compétition, est-ce qu'ils vont réussir à redescendre sur terre et à se dire, ok, objectif, être l'un des clubs qui a remporté le plus de compétitions sur une année. C'était parti pour. Et après le premier match, je me suis dit, ok, d'accord, ils vont rouler jusqu'à la fin. Oui, clairement, moi, c'est ce que je voyais. Et puis, même avant cette compétition, moi, tu me diras, toi qui es un supporter parisien, Ben, avec la mentale du coach Enrique, je ne les voyais pas avoir un relâchement. Moi, je les voyais justement aller en rouleau compresseur et continuer dans cette mentalité. Après, toi, Ben, en tant que supporter parisien, on en a déjà eu un avant, mais toi, tu pensais quoi? Toi, tu voyais la chose comment, toi? En vrai, je voyais les choses exactement comme vous, mais maintenant, a posteriori... Excuse-moi. Ok. En fait, quelque part, ça me choque pas tant que ça non plus, parce que malgré la mentalité Luis Enrique, le fait on joue tous les matchs, on vit avec l'envie, etc., on joue les duels à fond. Je te prends un exemple de ce qui s'est passé au cours de la saison. En Ligue 1, ils auraient pu faire le sans faute, genre 0 défaite. Et au bout d'un match, ils se sont écroulés. Genre, t'as perdu tous les sens du PSG en un match. Et bah là, j'ai eu la même impression, bis repetita. Avec genre, avec Chelsea, t'avais l'occasion de faire, genre, entre guillemets, de faire un sans faute, tu vois, de marquer, entre guillemets, un peu l'histoire, tu vois, même si on est d'accord que c'est pas une compétition de dingue. Et t'as perdu tout ce qui a fait le PSG cette saison. Mais justement, c'est quoi ce facteur? Le facteur qui fait que justement ça plante comme ça au bout d'un moment? Franchement, je saurais même pas l'expliquer. Moi, je sais l'expliquer personnellement, je pense. Parce que, en fait, depuis cette défaite du PSG, je vois pas mal de choses sur Internet. Oui, mais le PSG est fatigué. Oui, mais c'est bon, ils ont joué trop de matchs, etc. Moi, je pense que l'explication de cette défaite, c'est juste que Chelsea a roulé sur le PSG, que ce soit tactiquement, que ce soit physiquement, que ce soit sur tous ces aspects-là. C'est-à-dire que même, en fait, en regardant le match, en fait, le PSG s'est même fait avoir sur son point fort de d'habitude, c'était le pressing. Exactement. Où le pressing de Chelsea, il était ultra efficace. Où le pressing du PSG, d'habitude, il était beaucoup moins efficace que d'habitude. C'est-à-dire que Chelsea arrivait à trouver des solutions là où le PSG lui-même n'arrivait pas à trouver de solution pour sortir le ballon. Parce que Vitinha, il était super bien pris par, je crois, c'était Reece James et Enzo Fernandez, en même temps qui le prenaient aussi. Et en fait, c'est juste que Chelsea a très très bien préparé son match et qu'ils étaient venus pour abattre. Je suis 100% d'accord avec ça. En fait, ta question, je la comprenais plutôt en mode qu'est-ce qui s'est passé mentalement pour qu'elle s'écroule à nouveau comme ça. Mais sinon, sur le match, on est bien d'accord que Chelsea a fait un gros match. Tactiquement, ils ont mangé le côté droit du PSG. Ouais, et je sais pas comment ils ont préparé leur match. Mais en 2 contre 1, c'est très simple. Toujours en 2 contre 1 ou en 1 contre 1 avec quelqu'un sur le côté droit. Donc clairement, tactiquement, sur ce match-là, le PSG a perdu, tu vois. Mais ça m'a rappelé un peu un match, et là il y a une différence. Tu vois, ça m'a rappelé un peu le match Liverpool-retour, où ils se sont fait bouger, tu vois. Milieu de terrain, physiquement et tout. Mais défensivement, ils avaient tenu. C'était solide. Il y avait de la solidarité dans l'effort. Même quand là, j'avais l'impression que certains milieux
notamment Ruiz ou João Neves, tu vois, qui sont censés bien compenser normalement la montée des latéraux. Là, je sais pas si c'est la fatigue, je sais pas si tactiquement ils se sont fait aspirer au milieu, mais en tout cas, tu vois, t'as pas vu la même chose. Il y en a qui parleront de l'absence de Pacho, peut-être, sans doute, parce que Pacho, pour moi, c'est le meilleur défenseur au PSG, mais clairement... Ouais, c'est vrai que... pour moi, indéboulonnable. Mais juste pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au PSG Liverpool, je vois une différence, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais je vois une différence de schéma, c'est que là, la plupart des occasions que Chelsea a eues, c'était sous forme de contre-attaque, mais quand le PSG est allé à Anfield, c'était plus... On reste derrière et effectivement, donc ça veut dire on les attendait et dans ce schéma-là, effectivement, on a vu Pacho surgir de la tête, on a vu Marquinhos, on a vu Donnarumma. C'est juste dans le schéma où je me suis dit, ah ok d'accord, c'est-à-dire qu'à leur propre jeu de pressing ou autre, ils arrivent à se faire contrer et au niveau des comptes, après le Chelsea a eu 100% de réussite, etc. Mais c'est vrai que dans ce schéma-là, c'est des choses qu'on n'avait pas vues maintenant. Moi, genre si je peux juste réagir par rapport à ça, je dirais pas que je suis content de la défaite du PSG, loin de là. À Marseille, je rigole. Il est venu en rouge aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les Red Devils. Non, je dirais pas que je suis content, mais je dirais juste qu'en fait, le fait d'avoir eu cette défaite du PSG permet d'enfin avoir un dialogue et des échanges qui sont plus posés. En fait, pourquoi je dis plus posé ? C'est parce qu'on était sur un run là où une équipe imbattable. On va marcher sur tout le monde. On a roulé sur l'Inter. On va rouler. Et en fait, pour moi, c'était en soi, c'était une lecture. Oui, vous avez gagné. Mais en fait, est-ce qu'on peut parler du fond ? Et en fait, c'était la même chose que quand nous, l'équipe de France, on a gagné en 2018, où il y avait un laps de temps où on ne pouvait même plus parler de tactique. On était juste on a gagné, donc on est les meilleurs. Non, on a gagné, mais la manière n'y était pas forcément. Et là, moi, je vais pas dire que la manière du PSG n'y était pas, c'est totalement faux parce qu'ils ont gagné sur le terrain avec un sens statique, etc. Mais c'était juste sur le point de... Si on regarde vraiment les matchs, est-ce que finalement, là, le match que tu as gagné contre le Bayern, tu as dominé tout le temps ? Est-ce que le retour contre Liverpool, ça s'est pas joué finalement à un arrêt ? Est-ce que contre Aston Villa, en fait, c'est juste ça, c'est que par rapport à cette défaite, ça a permis de remettre au centre du village en disant ok, maintenant peut-être qu'on va pouvoir avoir des échanges qui sont beaucoup plus posés et parler du fond de effectivement le PSG a des failles, mais avant mais en fait il y avait zéro faille, avant la défaite c'était mais on est les meilleurs, on a les meilleurs défenseurs, on a les meilleurs milieux de terrain, etc. Là c'est vous avez perdu, ok, maintenant pour l'année prochaine on commence déjà à entendre il faut recruter, il faut changer ci, il faut changer ça. En fait c'est juste ça, c'est sur ce point là de se dire peut-être qu'à un moment donné on allait trop loin dans l'emballement, mais c'est tout à fait compréhensible. Non, mais c'est ce qu'il dégageait. Oui. Parce qu'il dégageait cette impression d'être vraiment un épouvantail, d'être totalement injouable à chaque poste, sur chaque ligne. Même Donnarumma, il était devenu incroyable. Il était vraiment inarrêtable. Mais le sujet ici, c'est que je parlais justement de ça avec un supporter de Chelsea. Sur la finale, moi je pensais qu'il allait rouler dessus. Mais il y a un sujet. Chelsea, c'est une équipe qui a joué quasiment toutes les équipes prime. Et qui les a battus, et à chaque fois, ils les ont battus quasiment de la même manière. C'est-à-dire que, là, aujourd'hui, et même Chelsea a toujours été cette équipe qui va arriver, qui va te mettre un impact physique et un impact mental. Et c'est ce qui s'est passé là encore, même sur cette compétition, avec des joueurs d'une autre génération. Là, on parlait de Nuno sur son côté. Nuno, quand tu regardes bien les matchs qu'il a eus, il n'a jamais eu deux gars qui déboulonne sur son côté, comme Joao Pedro l'ont fait et comme Malo Gusto le fait. Il s'est jamais arrivé. Tu vas me dire peut-être Salah l'a fait, il l'a pocket, mais derrière, Trent, il pouvait pas le faire. Il n'a pas le coffre pour le faire. Lui, après, Trent, il sort à la 60e. Et genre, sur les 60 premières minutes, ils sont à l'eau sur le côté. Ils sont à l'eau, oui. Non, mais donc il y a eu un avant-après. Il y a eu un avant-après. C'est ça, je te l'accorde. Mais après ça, en termes d'adversité, on s'attendait à ce que l'Inter le fasse. Il n'y a pas eu ça. Le Bayern, on s'attendait à ce qu'il le fasse. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu d'équipe qui est vraiment arrivée sur le milieu, qui prend chaque joueur. Dembélé, on ne l'a pas vu du match parce qu'il était pris. Vitinha, qui était le chef d'orchestre, il était totalement pris par, comme tu le disais, par Enzo. Et aussi, sur le milieu, ils se sont fait bouffer sur le milieu. Au milieu, ils se sont fait totalement éteindre. Et on a oublié, je t'ai parlé du facteur de Joao Pedro, qui est arrivé sur le côté. Joao Pedro aspirait la défense. Il n'y avait aucune équipe qui a réussi à avoir une pointe
qui arrive à aspirer la défense et pour que les gars partent de l'autre côté. Malo Gusto le faisait. Cole Palmer, on parle même pas de son match. Il l'a fait sur son côté, il est rentré à l'intérieur. Et j'ai oublié de l'autre côté, j'ai oublié le portugais. Neto. Très rapide. Ouais. Pourtant, on a des Hakimi, on a des Nuno. Mais à partir du moment que João Pedro t'aspire ta défense, une bonne relance, c'est fini. Et c'est le même principe que certaines équipes en Espagne ont appliqué justement à Barcelone avec le pressing haut. Et c'est ce qui fait que ça a déjoué. Tu peux avoir le plus grand gardien de tous les temps avec des options pareilles. T'es cuit. Non, mais ils ont peu rencontré d'équipes avec cette dimension tactique et physique surtout. C'est ça. Ok, d'accord, on a des individualités, mais de l'autre côté aussi, on a de quoi au milieu de terrain parce que le match de Caicedo, je pense que c'est un match prime, mais effectivement, pour moi, c'est quasiment l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Et c'est vrai que à ce niveau-là, de se dire que, en fait, ils ont presque d'une certaine manière, c'était le PSG qui jouait contre le PSG. Parce que en termes de dimension technique, il y a des joueurs techniques des deux côtés, il y a des joueurs physiques, il y a des joueurs qui sont rapides, etc. Et donc en fait, d'une certaine manière, ils ont été battus à leur propre jeu. Totalement. Après, on peut dire la fatigue, on peut dire il y a des absents, etc. J'accepte pas l'argument. Moi, j'accepte pas, mais il faut le mettre sur la table parce qu'à un moment donné, ça a été évoqué. On peut le mettre, mais comme l'a dit Aimé, ils se sont fait bouffer tactiquement. Ouais. On peut mettre l'argument de la fatigue, certes, mais Chelsea a joué aussi une compétition. Ils sont allés en finale, ils l'ont gagné. Oui, ils n'ont pas gagné toutes les compétitions comme Paris l'a fait, mais le facteur fatigue était là aussi. Ils se sont déplacés, ils ont eu le même facteur de chaleur et tout ça, ok. Le mental aussi, et il y a un truc aussi qu'il faut ajouter, parce qu'on parle de tactique, on parle de fatigue, tout ça, on parle des coachs, mais ce que Chelsea a fait, c'est qu'ils ont fait tout ce que les autres équipes n'ont pas fait. On parle d'adversité, mais mentalement, ils ont fait en sorte de les pousser à bout. Ouais. Dans les duels, clairement, dans les provocations, et tu montres justement, tu donnes des billes pour la suite, pour la saison prochaine, parce que là, on pourra ajouter ce facteur fatigue pour la saison prochaine et toutes les équipes auront une carte à jouer là-dessus. Mais ce facteur de nervosité qui est arrivé jusqu'à Luis Enrique, ouais, ça c'était étonnant de voir comme ça. Ça va être très important parce que tu ne peux pas perdre. Genre tu perds, mais c'est compliqué de perdre. Tu n'acceptes pas la défaite. Tu perds, mais c'est difficile. L'Inter n'a pas accepté de perdre comme ça. Vous avez mis des 4-0 à je sais pas combien. Ils ont un bilan de 15-0 sur je sais pas combien de matchs sur les grandes équipes. Personne n'a réagi. Très rapidement, t'as senti la tension qu'il y avait Fabien Ruiz et Cole Palmer, etc. Il y a eu pas mal d'échanges où tu sentais que c'était un peu. Genre, ça pouvait s'envenimer, mais d'une certaine manière, ce qu'on a vu même de la part de Luis Enrique, en fait, c'était du jamais vu. Parce que nous, on n'a jamais eu ce Luis Enrique face à nous, ou en tout cas, si on l'a connu, pour moi, on l'a connu au début de saison. Qui dégoupille, Voilà, qui dégoupille, qui était en guerre contre la presse, qui voulait pas répondre à certaines questions, qui, en tout cas, vu qu'il n'y avait pas les résultats, peut-être se renfermait ou autre. Là, ce qu'on a vu, et c'est pour ça que ça va dans le sens de ils ont pris la compétition au sérieux, c'est que pour moi, ils la prennent au sérieux parce que aussi, à la fin, il se passe ça. Donc, ça donne des billes dans ce sens-là. Ouais. Attention, je voulais... faut pas non plus... c'était comme tout à l'heure, on le disait, faut pas non plus prendre ces matchs et en tirer des conclusions et extrapoler trop de choses sur ces matchs. Tu vois, par exemple, quand tu dis que on va pouvoir enfin prendre du recul sur les compétitions, enfin sur le parcours du PSG de cette année et tout, les gens ils disaient imbattable, nanana. Bon, enlève les supporters purement footix et tout. Pardon, mais rien que la comparaison... Bon, t'es revenu dessus, mais rien que la comparaison équipe de France, PSG, genre... elle n'est pas possible. Parce que PSG, en fait, juste cette année, de janvier à la fin de la Ligue des Champions, avec... Et on en a parlé ici. Il y a eu des matchs difficiles. Match retour contre Liverpool, c'était difficile. Contre Aston Villa, c'était difficile. Le match retour, oui. Même contre Arsenal aussi. Le match retour, bien sûr. C'était des matchs difficiles. D'accord. Mais tu vois, il y a eu de l'adversité. Ouais. Et en fait, le PSG a joué avec ses armes et n'empêche, avec tout ça, avec la difficulté, avec des vraies adversités, ils sont passés, tu vois. Et mais pourquoi on ne peut pas comparer ? Pourquoi on peut pas comparer ? Parce qu'en fait, quand tu parles par exemple des victoires de l'équipe de France, et que à un moment donné, tu as presque parlé de contenu.
On peut pas aujourd'hui parler du PSG et dire qu'il y a limite qu'il y a un problème de contenu. C'est presque ça que j'ai. Non, il a dit que justement la manière, il a parlé de la manière, il a dit que la manière était bonne. Ah oui, il a dit la manière était vraiment bonne. Contrairement c'est pour ça que je dis que là tu t'es repris, tu vois. Parce que je vois pas sur quoi, par exemple, on pourrait critiquer aujourd'hui le PSG et dire bon, venons, on repart en arrière pour voir entre guillemets les failles. Toi par exemple, sur quoi tu parlais de quoi exactement? En fait moi quand je dis ça, c'est que cette victoire finale en Ligue des Champions était tellement attendue par les supporters du PSG, chose compréhensible parce que votre histoire était douloureuse à ce niveau-là, que au moment où ça a gagné, c'est pour ça que même quand on avait fait la vidéo avec Willy et tout, je disais mais là vous êtes sur vous êtes sur votre nuage, super, profitez, continuez comme ça. En plus votre contenu il est top et c'est pour ça aussi qu'il y a autant d'engouement, parce que si c'était le PSG de Mbappé, Neymar, Messi, je pense qu'en fait il y aurait pas aussi un vent de je dirais pas l'ensemble de la population, mais en tout cas de beaucoup de gens qui disaient ouais effectivement tenez votre couronne, vous êtes les meilleurs. Mais moi le comparatif que je voulais faire, c'est que cette victoire elle était tellement attendue, comme la France en 2018, parce que la dernière fois qu'on avait gagné c'était en 98 et que nous, notre génération plus ou moins, on n'avait pas connu de victoire, qu'on était là à dire mais en fait tout le monde a été fort, Mbappé, Giroud, nanana, et on pouvait pas parler du contenu à ce moment-là parce que l'effervescence faisait que en fait genre ça éteignait tout. T'es contre l'équipe de France là en fait, genre si tu dis que genre on n'a pas été bon etc. Non mais j'ai compris en fait, ça. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et c'est que là le fait d'avoir entre guillemets perdu, même si c'est pas ce que je souhaitais, mais ça permet de pouvoir se dire ok d'accord vous avez perdu, mais maintenant est-ce qu'on peut aussi regarder ce qui s'est passé, mais dans le but de pouvoir s'améliorer l'année prochaine. Au final c'est peut-être un mal pour un bien. Je vois ce qu'il veut dire. Parce qu'en gros, dans les discussions, quand tu prenais les discussions avec les supporters, moi j'en entends tous les jours, j'ai beaucoup de supporters parisiens autour de moi. C'est peut-être parce que moi je vois pas les matchs comme ça, dans le sens, je suis pas un euphorique, tu vois. C'est peut-être pour ça que moi je comprends pas. Toi, t'es beaucoup plus objectif, mais quand j'entends certains parisiens qui venaient dire oui, on est injouable, on a toujours été injouable, on est la meilleure équipe de l'histoire. C'est les médias, ça. Non, c'est pas les médias, ce sont vraiment des supporters qui viennent de dire ça. On est trop fort, on est injouable, on tape le Barça Prime, on tape le Real de 2017. Même City Prime. C'est peut-être monté à la tête de beaucoup de gens. Beaucoup se sont emballés là, je veux dire. C'est juste qu'en fait, genre c'est monté à la tête de beaucoup de gens parce que c'était à la fois le contenu il était top et c'était attendu depuis des années. Mais en fait, c'est compréhensible. Mais maintenant qu'on est passé depuis quasiment plusieurs semaines, voire un mois, voilà, il y a des choses qui sont négatives en fait, comme n'importe quelle équipe, comme quand le Real a gagné, comme quand genre le Barça a gagné, il y a toujours des choses. Et donc, vu que pour la plupart des gens c'est leur première fois, ça se trouve, genre, après, dans une relation, genre, quand t'as fait ta première fois, genre tu t'en souviens. Ouais, je suis d'accord, mais. Non, mais c'est vrai. Donc, mais c'est vrai. Donc, ça veut dire que. Je suis d'accord avec toi, mais je parlerai pas de. C'est pas incroyable. Je parlerai pas de choses négatives, parce que dans le sens où t'as pas joué contre des bâtons, tu vois. C'est que, à chaque fois, à un moment donné, c'est du foot. Il y a des hommes qui se rencontrent, et comme on dit souvent dans le foot, t'as tes moments forts, t'as tes moments faibles. Et tu vois, et c'est tout. En fait, c'est le football, tu vois. Ils sont arrivés à passer au-dessus de ça, dans le sens où, genre, même si on parle de une équipe qui n'a pas totalement écrasé l'Europe comme les médias veulent le faire croire, ou certains supporters, mais au-delà de ça, t'as eu de l'adversité. Et t'as quand même giflé des bouches, tu vois. Donc, malgré le fait... Parce que tu peux pas dire... Moi, en tout cas, c'est pas ce que je dis, tu vois. Je peux dire, le match, par exemple, retour contre Liverpool, a été compliqué. Je peux dire que un match contre Arsenal a été compliqué. Mais pourtant... Aston Villa. Voilà, le retour à Aston Villa. Mais pourtant, est-ce qu'à chaque fois, je peux dire que le PSG a failli? Non, à un moment donné, l'équipe, elle t'a bousqué, tu vois. Non, bien sûr. Mais dans ces moments-là... Et ça veut pas dire que t'as une faiblesse. C'est qu'eux aussi, ils ont des forces, c'est tout, tu vois. Mais c'est une question de... on va revenir aux US parce que moi je suis beaucoup ce sport, c'est les sports US, c'est une question de momentum. Regardez, on va faire le parallèle avec la NBA. Tu as des équipes, on connaît ce qui se faisait en NBA avec les super teams. Ils allaient te chercher les meilleurs joueurs de chaque équipe en hors saison. Ils venaient, ils les prenaient, ils les mettaient dans des équipes. On se souvient de Boston, de Miami. On se souvient des Lakers et tout ça. Des big teams et tout ça. Mais attention, mais il y en a eu combien en dehors de ces équipes-là qui ont été créées, qui n'ont jamais rien gagné. Et c'est exactement ça. Et cette année, Paris,
Et des années avant, ils avaient fait des big teams, mais c'était pas leur momentum. On parle de momentum. Cette année 2025, c'était à partir de janvier leur momentum. Et ils ont tout pris. Ils ont tout gagné d'une certaine manière. Dans la difficulté, et c'est ce qui fait justement que c'est ce facteur qui fait que ces supporters se sont emportés. Ils sont partis un peu dans tous les sens. On ne leur retire pas. C'est l'euphorie, ils le méritent, ils le cherchaient, ils attendaient ça depuis longtemps. C'est ce qu'on voulait. Mais moi je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est que oui, vous avez été la meilleure équipe du monde. Vous avez été, par rapport à votre parcours, par rapport à la manière, etc., vous avez été la meilleure équipe du monde. Maintenant, est-ce que vous êtes l'une des plus grandes équipes de la décennie ou all-time? Pour moi, juste sur ce sujet-là... C'est un autre débat. Ouais, non, mais c'est un autre débat, mais c'est des choses qu'on a lues. Et moi, pour moi, avant même d'évoquer ça, c'est-à-dire même... En fait, pourquoi on n'arrive pas juste à rester dans sa zone et à dire on a gagné, on est les meilleurs, etc. Très bien. Maintenant, pourquoi vouloir aller chercher l'histoire, sachant qu'on sait très bien que l'histoire est en rapport avec le nombre de fois où tu as gagné et l'impression que tu as laissé. Là, on est sur une victoire. Qui dit que vous allez gagner l'année prochaine? Après, on entend back-to-back et ça. Très bien. Moi, je vous le souhaite. Mais, c'est là pour moi où en fait, ça montre que la France, c'est pas un pays non plus qui a beaucoup gagné. Non, mais attends, doucement. Pour s'emballer comme ça. Après, on changera de team parce qu'on parle beaucoup de Paname depuis tout à l'heure. On changera de team, je te laisse finir là-dessus. Il y a une critique un peu de nous, la France, nous, la victoire, on connaît pas trop. Mais attention. C'est la réalité. Oui, mais attention. Le premier que moi j'ai vu récemment faire un parallèle du Grand Barça et du PSG, c'est un Anglais, Jamie Carragher, qui dit pardon. Non, mais attends, c'est pas propre à la France. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont regardé le PSG en Europe et qui ont été tout simplement épatés, éblouis par. En fait, on parle de l'instant T, tu vois. On a tous été. Voilà, tu vois. Donc c'est pas une histoire de la France, l'emballement, etc. L'emballement était justifié. Franchement, cette saison, l'emballement est justifié, mais le rapport avec l'histoire, pour moi, fait que ça montre que tu n'as pas eu beaucoup d'antériorité dans ton histoire footballistique pour tout de suite dire mais en fait, nous, on a gagné, mais on a gagné, hein, mais on est au rang du Real, on est au rang du Barça. Petit, calme, ton heure va arriver, genre t'as mis tous les ingrédients, c'est bien. Par rapport à ce qu'il dit, justement, je pense que aussi il y a un accord. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit sur ce que Jamie Carragher se permet de dire. Parce qu'à partir du moment que tu as quelqu'un comme Jamie Carragher qui est passé par Liverpool, il a gagné la Ligue des Champions, celui-là, parce qu'il parle beaucoup. Bien sûr, il était là en 2014. Il était là. Mais je veux dire, à partir du moment que tu as un joueur comme lui, il y a un chroniqueur aujourd'hui de renom qui se permet de dire ça, les supporters vont pas se retenir de le faire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce genre de choses. C'est comme si demain, voilà. Je pense que s'il l'avait pas dit, genre il l'aurait pas évoqué. Ce serait pas truc. Après, il a mis une pièce dans la machine. Non, mais je veux dire, t'envoies le truc, mais ça oui. part. Non, mais les supporters du PSG regardent. On les connaît. Les interviews de On les connaît. Non, je pense qu'ils se sont emballés tout à fait. Mais juste par rapport de la même manière. Moi, je veux juste. On va. Parce que je suis supporter du PSG, pardon, mais je ne follow pas. Tu vois, ce que Carragher a dit, désolé, mais moi j'ai connu le Grand Barcelone, le football du Grand Barcelone, pardon, mais non. Tu vois, autant ce PSG-là a été incroyable cette saison, mais autant faut arrêter les conneries. C'est pour ça, tout à l'heure, je te parlais des médias, l'équipe. Je suis d'accord. J'ai vu plein de titres et tout, j'ai dit. De la même façon, l'équipe que toi, arrêtons de les comparer. Mais on leur fait plus de mal qu'autre chose. Mais cette saison a été très grande. Ça, c'est tout ce que je veux. Absolument pas leur on a été les premiers à le dire ici. Non, mais sincèrement, moi, je me souviens moi, il y a 2 paris qui m'ont fait peur. Supporters de Barça. On en a joué un. Celui qui nous a mis 4-0 chez eux au Parc des Princes. Moi, quand il nous met 4-0, on arrive au Parc des Princes, il nous met 4-0. Moi, je dis c'est fini. 4-0, on va pas revenir. Tu peux être le Barça qui tu veux, on va pas revenir. On connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé. Celui de cette année, pour moi, je le répète et c'est mon mot, c'était un épouvantail. Franchement, je ne voyais aucune faille sur leur jeu et Chelsea l'a montré. Donc voilà. Donc c'était très cool de pouvoir enfin voir une équipe qui s'oppose à eux, qui leur montre justement que vous n'êtes pas injouable et que tout homme est battable. Maintenant, j'aimerais, justement, on a parlé d'une équipe, on parlait du Barça, pareil, mais tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi du Real. Bon, on va mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui se passe avec le Real? Qu'est-ce qui se passe avec Mbappé? Qu'est-ce qui se passe avec Vinicius? Je ne vais même pas parler de Xabi Alonso, parce que Xabi Alonso, il vient d'arriver. Il peut pas être mis on peut pas le mettre dos au mur comme ça direct. Il vient à peine d'arriver. C'est juste nous, les supporters, les spectateurs, les journalistes qui vont le hyper. Mais ça reste quand même le Real.
et ce qui se passe depuis quand même une saison et demie, tu me diras peut-être Aimé, il y a un sujet, il y a quand même quelque chose qui se passe, quelque chose d'assez grave. Toi, en tant que supporter, justement, c'est quoi ton ressenti, c'est quoi ton visu là-dessus, justement, surtout après une débâcle pareille, face à Paris? Avant même de parler de la débâcle, je pense, pour faire un retour sur globalement toute la compétition, faut pas non plus être alarmiste sur certaines choses. On va dire, par exemple, moi au début de la compétition, j'ai vu des choses qui m'ont plu côté Real Madrid. J'ai été notamment resté éveillé jusqu'à 3h du matin pour regarder le Real Salzbourg, etc. Et honnêtement, il y avait des choses il y a des choses même qui commencent à se mettre en place avec Xabi Alonso, une volonté de presser un peu plus haut, une volonté d'avoir le contrôle du match, de prendre directement l'adversaire à la gorge, etc. Du coup, ça c'est quelque chose que j'ai vu et qui m'a plu et sur lequel je pense on va pouvoir surfer sur l'année qui va venir. Après, individuellement, c'est sûr que dès que, on va dire, pour mettre les plaies dans le pas, Mbappé, Vinicius, etc., ce qui m'a un peu désolé, c'est que justement, Xabi Alonso, il était parti sur une bonne lancée, justement, de dire aux gars, les mecs, si vous courez pas, cette année, vous jouerez sur pas. Le banc. Et cette année, c'est moi qui serai le numéro 1 du Real Madrid et ça sera comme je veux. Et en fait, là où j'ai été un peu déçu de Xabi Alonso, juste sur cette compétition, sans forcément tirer la sonnette d'alarme, c'est que sur le match du PSG, en fait, il a pas fait de choix. En fait, je m'attendais à ce qu'il puisse justement déjà faire un choix fort directement, que ça soit mettre Mbappé sur le banc, que ça soit mettre Vinicius sur le banc contre le PSG. Parce que honnêtement, Gonzalo Garcia, sur la compétition, il méritait sa place de titulaire. Et moi, je me suis dit qu'à côté, il allait faire un choix fort. Premier choix fort où tu allais te dire, ok, cette année, Xabi Alonso, il vient pour pas rigoler. Et en fait, il n'a pas fait ce choix-là. Et au final, on est parti sur un système à 3 avec Mbappé et Vinicius qui, au final, a en fait démontrer encore plus les problèmes qu'il y a dans ce Real Madrid qui sont des problèmes, je pense, qui sont bien plus personnels que forcément terrain. C'est-à-dire que... Juste une question. Dis-moi. Est-ce que tu penses pas qu'il n'a pas pu faire certains choix parce que lors de la rencontre, parce que pour moi la rencontre contre le PSG elle était capitale, c'était genre le fait de pouvoir aussi rencontrer genre la meilleure équipe d'Europe, etc. Est-ce que tu penses pas qu'il n'a pas pu faire certains choix parce qu'il était amputé de deux de ses meilleurs joueurs, quasiment pour moi Arnold, genre il avait beaucoup apporté et genre ça le faisait jouer dans un autre schéma, et aussi le fait de pas avoir Huijsen, Dean Huijsen. En vrai, je pense que ça a pu jouer. Je pense pas. Parce qu'il a changé son schéma. Ouais, je pense qu'il a complètement changé son schéma. Et c'est vrai que l'absence de Huijsen, parce qu'on l'a vu que dès son arrivée, en fait, c'est limite la pièce centrale de ta défense. Parenthèse, ouais. Mais quel joueur incroyable. C'est une dinguerie. C'est le niveau technique. Pardon, mais la première ligue, les gars. Le niveau technique du défenseur avec moi, c'est incroyable. Il a 18 ans. Pardon. Et trop d'espoir en ce petit. Mais c'est vrai que je pense que ça a joué à ce niveau-là. Mais moi, je pense qu'il aurait quand même pu aller jusqu'au bout de son idée. C'est-à-dire bricoler comme tu as fait au cours de la saison. Essayer de garder au moins ton système. Parce qu'en fait, ce qui m'agace avec le Real Madrid, c'est qu'ils l'ont fait en plus pendant toute la saison, et ça avait déjà commencé avec Ancelotti, c'est que tu joues toujours avec un système en particulier, et dès qu'il y a un grand match, etc., tu sais que c'est chaud, tu vas commencer à changer, essayer de bricoler, faire 2-3 trucs que tu fais pas habituellement. En fait, à partir de là, déjà que ton équipe elle est pas en confiance, mais en fait, tu perds toutes tes bases. Tu dénatures tout. C'est ça. Et en fait, tu arrives face à une équipe qui est ultra calibrée. C'est-à-dire, l'équipe elle joue toujours pareil, l'équipe elle sait comment jouer, etc. Ça veut dire que dès que tu as un moment, et ça veut dire dès le début du match, tu le vois, je crois que le premier but ça vient de Raúl Asensio. Dès le premier match, en fait, tu as ce moment de doute, et en fait, dès que ça tombe, en fait, tu n'arrives plus à te relever parce que tu n'as plus de repères. Oui, totalement. C'est-à-dire qu'à partir de là, je pense que cette décision d'essayer de bricoler, etc. En plus, tu bricoles, mais en plus, tu bricoles un peu mal parce que tu mets Vinicius à droite. Bien sûr. C'est un truc qu'il a jamais fait depuis la dernière fois que j'ai vu Vinicius à droite, c'était en 2021 ou 2020 où on se fait sortir par Chelsea en Ligue des Champions. Ensuite, tu mets Gonzalo Garcia à droite. C'est vrai que t'as essayé de bricoler, etc. Alors en fait, l'idée de le mettre à droite, ouais, pour contenter tout le monde, en fait, c'est dommage. En fait, l'idée de oui, les coachs, je dénature, je te mets un joueur qui n'est pas à son poste et tout ça. Pourtant, tu as des joueurs qui ont une nature, c'est leur nature, tu ne pourras jamais la changer. Bien sûr. Gonzalo Garcia, c'est un neuf, pur neuf, qui n'existe plus. Que tu n'en as plus. C'est ça. Tu n'en as plus comme on en avait avant avec des purs neufs qui va pouvoir remiser, tout ça. Par exemple, j'ai pris le cas de Joao Pedro. C'est un neuf de base, mais ce mec peut jouer milieu offensif, peut jouer à gauche et à droite. Gonzalo Garcia, ce n'est pas son cas. Clairement. C'est un neuf, remise,
je mets ma tête, un petit Van Nistelrooy, proportion gardée bien sûr. Mais voilà, c'est des joueurs qui n'existent plus. Il ne faut pas dénaturer ce genre de joueurs. Et moi, je trouve que c'est ce qui est dommage aujourd'hui dans le football, à vouloir foutre des joueurs un peu partout à des positions qui ne sont pas les leurs. C'est ça. Après, c'est une question de petit frère, grand frère. Hein. Parce que, genre, à partir de ce moment-là, c'est plus facile de bouger Gonzalo Garcia que de faire comprendre à Mbappé qu'il faut sur le côté. Hein. Mais c'est ça aussi le sujet. Ouais, mais ça va revenir même à un autre point que j'allais évoquer. Question de statut. C'est qu'en fait, ce match, il a justement un peu. Enfin, en fait, on l'a déjà vu pendant toute la saison, mais là, ça a encore éclaté encore plus aux yeux du monde sur ce sujet Mbappé-Vinicius. Mais même moi, en tant que supporter du Real, aujourd'hui, je me dis, mais Florentino Pérez, va falloir faire un choix. Aujourd'hui, c'est soit Mbappé, c'est soit Vinicius. Parce qu'en fait, là, j'ai envie de dire, il y a eu la première saison qui s'est passée, tu fais saison blanche. C'est-à-dire, bon, Mbappé peut dire ce qu'il veut, pour moi, c'est une saison blanche. Intercontinentale, Supercoupe, etc. C'est bon pour ceux qui se laissent endormir par les petites histoires, mais en vrai, c'est une saison blanche, tu vois. Ça veut dire, là, est-ce que tu veux vraiment redémarrer une saison comme ça où tu sais que les deux, en fait, ils s'entendent pas, et même, je sais même pas si c'est qu'un problème footballistique, parce que je pense qu'il y a un problème qui est un peu plus profond, c'est que déjà, en plus, t'as mal construit ton effectif en réalité, c'est que Mbappé t'en avais pas forcément besoin. Aujourd'hui il est là, donc en fait on va pas relancer le sujet. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir le changer. Mais en fait la réalité c'est que Mbappé en vrai de vrai c'est plutôt un ailier gauche. Vinicius c'est un ailier gauche. Au bout d'un moment il va falloir faire un choix parce qu'en fait les deux n'arrivent pas vraiment à jouer ensemble. Ils n'arrivent pas du tout à jouer ensemble et ça devient vraiment criant. Et en plus je pense que même Vinicius dans sa tête, parce qu'en fait avant que Mbappé arrive, tout le monde a dit non mais Vinicius de toute façon il accepte tout, et Vinicius etc. Mais en fait Vinicius au bout d'un moment il a gagné 2 Ligues des Champions, il a marqué dans 2 finales, c'était le ballon d'or de l'an dernier pour moi. Et je pense qu'il en a marre, il a pris un coup à la tête. Et en fait au bout d'un moment toi tu lui ramènes Mbappé, tu le payes, enfin tu fais en sorte qu'il soit payé mieux que toi, tu lui donnes limite un peu les clés parce que maintenant on commence à dire non mais en fait c'est Vinicius qui doit être le lieutenant d'Mbappé. En fait où est-ce que tu as vu ça? Un club où toi t'es quasiment déjà une grande figure de ce club-là, où t'as fait déjà 2 grandes choses, aller chercher des Ligues des Champions, etc. En pondant des performances dans des parcours incroyables jusqu'en finale, tu mets encore des buts, on te ramène un nouveau joueur pour te dire ouais tu dois être son lieutenant. En fait au bout d'un moment moi je le comprends Vinicius, et en tant que supporter du Real, moi je comprends Vinicius. Pour moi je suis Vinicius Junior et je pense que cette histoire en fait elle va pas durer très longtemps. Mais en fait tu comprends quoi? Tu comprends quoi de Vinicius sur ces derniers mois, etc. En fait, qu'est-ce que toi tu... Parce qu'en fait, j'en avais déjà parlé. Non, mais en fait, genre, je pense que quand il dit tu comprends, c'est genre tu comprends genre le fait qu'aujourd'hui il soit un peu à moitié dans les matchs, qu'il fasse pas les efforts, etc. C'est pas ça que je comprends. C'est qu'en fait, Vinicius... Et je l'avais déjà dit dans une autre émission, c'est que cette année, j'avais carrément admis le fait qu'il était beaucoup moins bon, qu'il avait fait même une très mauvaise saison, etc. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que dans l'attitude, en ce moment, on sent que Vinicius, il est un peu moins là. D'habitude, Vinicius, c'est quelqu'un dans les matchs, tu sens qu'il a... En fait, tu sens quand il est dans un match. Ouais. Il met de l'impact, il met de l'impact émotionnel, il provoque. Tu sens que dans le match, il est très très impliqué. En fait, cette année, j'ai un peu perdu ça avec Vinicius, c'est que je sens qu'il est moins impliqué dans les matchs. J'avais dit qu'il courait beaucoup moins, etc. Et je pense que c'est lié aussi, en fait, à toute cette atmosphère un peu autour du transfert d'Mbappé, du fait qu'on lui demande d'être le lieutenant, etc. En fait, moi aujourd'hui, je pense qu'il a une frustration. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une pensée. Ça veut dire que c'est même pas un fait, je ne sais pas, mais c'est une pensée. Aujourd'hui, je pense qu'il est frustré. Et je pense que cette frustration aujourd'hui joue un petit peu sur ses performances. D'accord, ok. Et en fait, moi, cette frustration aujourd'hui, en fait, je la comprends. Parce que je pense que Vinicius, c'est un joueur qui est un peu émotionnel. Je pense il fonctionne vraiment à l'affect. Il fonctionne à l'affect, il fonctionne à l'émotion. C'est un peu un Brésilien, même les joueurs comme Neymar, un peu, ils étaient un peu comme ça. Et je pense que c'est un joueur qui, si tu le traites comme il a envie d'être traité, il va te donner le meilleur possible. Il va te donner vraiment tout ce qu'il peut donner. Il a déjà commencé à le donner au Real, mais par contre, si tu le traites un peu moins bien et qu'il commence à perdre en confiance, bah là, ça donne le Vinicius qu'on a vu. Et je pense que s'il n'y a pas quelque chose qui est fait concrètement pour régler cette situation, soit il va partir, soit il va rester, mais il sera pas bon. Mais je pense qu'il peut pas se permettre. Ça va être compliqué. De toute façon, je pense que Florentino Pérez, il va trouver un moyen. Il y en a un qui va devoir partir. Mais oui. En fait, ce qui est dommage, excuse-moi, ce qui est dommage dans cette histoire, c'est qu'on parle beaucoup de Vinicius et de Mbappé, mais il y en a un autre qui est sacrifié, c'est Rodrigo. Pour moi, Rodrigo, c'est encore pire. C'est très grave ce qui se passe avec le cas de Rodrigo, parce qu'on parle beaucoup de Vinicius, Ballon d'Or, c'est ok. Mais il faut pas oublier que Rodrigo, dans les 2 Ligues des Champions, il joue un rôle majeur. Dans la victoire face à City, dans la victoire en finale, il te débloque des situations justement avec Vinicius. C'était vraiment le pendant à 2 Vinicius. Maintenant, avec tout ça, lui, il est totalement effacé. Tu perds déjà ton premier ailier.
Tu perds Rodrigo qui était un facteur X, on va et dire. qui en plus émotionnellement était très proche de Vinicius quand même, et je pense que ça compte aussi. Je pense qu'il y a cette cassure là qui est arrivée aussi, qui est là, et il y a ensuite le cas Mbappé-Vinicius qui arrive en plus, et ça te dénature totalement ton front d'attaque, et derrière, avec ça, t'as Bellingham aussi qui est là, qui lui, de son côté aussi, qui essaie de bricoler, mais qui ne va pas pouvoir être performant. En fait, à partir du moment qu'il y a eu cette cassure, toute l'équipe a été brisée. Je pense au niveau collectif, il y avait plus, ils sont plus aussi scindés qu'il y a 2 saisons. Ils sont plus aussi soudés. Et donc c'est la faute de qui? En fait, ça, institution. Non, moi je pose la question. On peut pas dire que tout est à la faute de Mbappé, mais je pense que c'est l'institution. Pardon, mais dans les choix qu'ils ont fait. Dans les choix qu'ils ont fait, c'est l'institution. Florentino Pérez, tu vas pas chercher Mbappé. Ensuite, dans les coachs, Xabi, les coachs doivent prendre des décisions. Aujourd'hui, je te sors, tu vas sur le banc. Que tu sois Ancelotti, que tu sois Xabi, que tu sois... Tu peux pas venir et donner les clés comme ça à tout un joueur aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui. Ça n'existe plus. Il faut plus faire ça. C'est plus le sujet. En tout cas, tu ne peux pas gagner de cette manière-là, en tout cas. Je fais un petit commentaire. Franchement, c'est hyper ironique et carrément, moi, ça me fait rire aujourd'hui parce que quand Mbappé était au PSG, on nous disait c'est quoi ce club, le PSG? C'est pas une institution, ça laisse les clés à un joueur. Comment tu peux laisser un joueur éclater l'équipe comme ça, quand il sera au Real, ça sera pas du tout comme ça. C'est vrai qu'on l'a entendu, c'est vrai. Mais moi, je le disais. C'est vrai, bien sûr. Me disais, attends, Mbappé, il fait ça, mais... Et je peux même encore le redire, parce qu'en fait, rien ne lui dessert. Rien ne lui sert, en fait, là, aujourd'hui. Il était avec Luis Enrique, qui, pour moi, est un coach qui va te permettre de changer une structure, que ce soit sur le terrain ou même en interne de l'institution. Parce qu'il va t'apporter une philosophie. Il part. Parce que conflit Enrique, conflit Nasser. Conflit Nasser, hein. Pas pour conflit moi, Enrique. Ouais, conflit Nasser. Pour moi, conflit Nasser. De ce qui est sorti, conflit Nasser. Exactement. Mais pour moi, je dis bien, pour moi, conflit Luis Enrique, parce que la pression que Luis Enrique lui met, ce que Luis Enrique lui demande, il n'est pas prêt à le faire. Et il ne sera jamais prêt à le faire. En fait, c'était déjà acté que il parte même avant que Luis Enrique parte. Non, mais qu'il parte, oui, il allait partir. Ouais. Il allait partir. Mais même, moi je pense que demain tu fais venir un coach qui va lui demander de presser, de faire toutes les demandes que Luis Enrique lui demandait déjà, il ne le fera pas, il ne sera jamais en possibilité de le faire parce qu'il ne veut pas le faire, il ne veut pas faire l'effort. D'accord. Okay. Il va mettre ses buts comme Aimé l'a déjà dit, mais il ne sera jamais dans la position de se battre, il ne se mettra jamais dans la position de se battre pour ses coéquipiers. Oui, mais le divorce, il était déjà acté même avant que Luis Enrique arrive et que peu importe quel coach ça allait être, etc. Pour moi, il savait déjà, de toute façon, il avait fait la lettre, etc. Il savait déjà qu'il allait partir. Donc en fait, que tu fasses venir Ancelotti ou tel club, ou tel ou tel entraîneur. Donc en fait, pour moi, c'est même pas une question d'entraîneur. Après, oui, je suis d'accord avec toi que sur le fait que Mbappé n'est pas ce type de joueur qui va comprendre, ou en tout cas qui va être dans l'élan collectif. Il peut l'être sur quelques minutes, mais etc. il doit le faire aujourd'hui. Mais sur la totalité d'un match, non. Il doit le faire. Mais donc, c'est-à-dire que le PSG n'aurait jamais pu avoir un Mbappé concerné par le collectif. Mais totalement. Voilà. Ils n'auraient jamais pu l'avoir. Et ils l'auront, et aucun club ne l'aura jamais. Même en équipe nationale, est-ce qu'il fait la même chose? Non. Il ne le fait pas. Et pourtant... Et voire pire en équipe nationale. C'est encore pire en équipe nationale. Et pourtant, on nous dit Didier Deschamps, personne ne parle devant Didier Deschamps. Deschamps, c'est le big boss, il met tout le monde, il écarte tout le monde. Il est dans la poche d'Mbappé. Il est dans la poche d'Mbappé. Je suis désolé. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, juste pour revenir sur le Real Madrid, c'est pourquoi les joueurs qui sont autour ne sont plus connectés à faire des efforts, etc. En fait, parce que Mbappé n'en fait pas? Non. Moi, il y a ça qui rentre en jeu, je te laisserai. Il y a ça qui rentre en jeu. Tous les joueurs autour, ils ont déjà gagné quelque chose, ils savent ce que ça fait de déjà gagner. Si toi, en plus, ils se connaissaient déjà, il y avait déjà un collectif avant, toi, t'arrives, t'essaies de casser quelque chose. Je suis désolé, on prend nous 4 par exemple, on se dit on se connaît tous les 3. Toi, t'arrives, tu viens le torse bombé, tu dis c'est moi, je vais imposer telle philosophie. Je parle de Mbappé. Mais il a jamais dit. Pour moi.
En fait, il est venu dans le. Non, mais pour moi, je parle pas de ça. Je parle d'ego. Je parle d'ego, de son ego. Pour moi, un joueur comme. Quand tu arrives dans une structure comme le Real de Madrid, tu peux être n'importe qui, tu dois arriver sur la pointe des pieds. Et pour moi, il n'arrive pas sur la pointe des pieds. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais ça se voit sur le terrain pour moi. Juste pour répondre moi à ta question, tu vois, excuse-moi, pour moi, ça se voit sur le terrain. Pour moi, ça se voit pas sur le terrain parce que en fait, il a été comme ça à Paris, comme il a été au Real. Maintenant, effectivement, quand il sort du PSG, on se dit quoi? On se dit quand il va arriver au Real, peut-être qu'il va avoir une prise de conscience. Oui, on se le dit. Mais la preuve, il ne l'est pas. Ouais, mais est-ce que après, quand il arrive au Real, genre c'est parce qu'il marche que en gros, il aurait montré pas parce qu'il marche, mais je parle vraiment dans la manière de jouer. Attends, je suis désolé, mais là. Mais il savait très bien comment il jouait avant. Ouais, mais là, t'as la preuve par l'évidence. Par la réalité, il a été au PSG. Le PSG a été une certaine équipe. Il sort de ce PSG, le PSG redevient une autre équipe. Le Real était une autre équipe avant lui. Il rentre là, il retransforme ça en une équipe qui joue moins bien. Je suis désolé, mais là, t'as la preuve par l'évidence. Non, mais en fait, moi, je dis pas que Mbappé. Il parle des autres joueurs. En fait, genre, moi, je parle des autres joueurs. Parce que, oui, effectivement, de toute façon, on l'a déjà dit, Mbappé, quand il est parti genre, du PSG, maintenant, il y a un meilleur collectif. Moi, je dis juste, j'essaie de comprendre pourquoi Vinicius, pourquoi Rodrigo ne court plus, sachant qu'en plus de ça, moi, genre, j'ai un avis sur Vinicius, c'est que Vinicius ne peut pas se permettre de ne pas courir vu le déchet qu'il a dans son jeu. Pour moi, Vinicius, c'est un joueur qui doit avoir beaucoup de volume. Exact. Parce qu'en fait, il a beaucoup de déchets. Donc, après, effectivement, il arrive à créer, mais à un moment donné, si il est hors du match, si il est genre, simplement sur des éclats comme ça et tout, pour moi, en fait, genre, ça devient limite un joueur lambda. De toute façon, genre, c'est ce qu'on voit. Mais moi, j'essaie de comprendre pourquoi ces joueurs-là, et si on les excuse, oui, effectivement, on comprend qu'il y a Mbappé qui est arrivé et toi tu vois que le mec qui est devant il court pas, donc toi tu cours pas. Tu brises le collectif. Tu brises le collectif. Non, mais donc genre ils sont excusés. Donc en fait, ils sont pas excusés. En fait, un qui fait l'autre. Pour moi, tu brises le collectif. Frérot, sortons du foot. Prenons un autre exemple. T'es dans une entreprise. D'accord. C'est pas pareil. Si. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi je vais te dire un truc. Attends, laisse-moi aller au bout. Laisse-moi aller au bout. L'entreprise c'est pas pareil les gars. Pardon. C'est pas pareil. Il y a dans tout endroit. Il y a des dynamiques humaines, il y a des dynamiques de pouvoir. Bien dans sûr. tout endroit et dans un vestiaire. Mais le vestiaire, c'est pas la même dynamique. Non, c'est pareil. C'est la même chose. C'est pas pareil. Je vais te dire pourquoi. Je laisse répondre. Des fois, moi, de par mon taf et tout, je parle beaucoup avec des gens qui managent des équipes, d'accord ? Et très souvent, il y en a qui te le disent en tant que manager. Des fois, tu as juste un élément qui fout la merde et en fait, ça influe sur les autres. Et c'est pas. Non, mais on a vécu ça. Je suis d'accord avec ça. C'est humain. Mais donc, en fait, on dit quoi ? On dit à Vinicius, oui, d'accord, c'est normal, on comprend que tu ne cours plus. On ne dit pas ça. Imagine-toi. Non, je pose la question. Je vais te dire. Je prends ce que Aimé a dit tout à l'heure. Toi, tu étais joueur majeur de ce club. Bien sûr. Tu as gagné la Ligue des Champions. Tu te donnais en course et tout. Tu étais là, tu vois. Maintenant, on t'impose un mec. Le mec, on te dit, il est mieux payé que toi. D'accord ? Le mec, il fournit pas d'efforts comme toi, t'en fournissais. Et il a donc, rien tu vas prouvé. continuer à courir comme un chien. Tu vas dire, mais vous me respectez pas. C'est évident. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire. Mais il y en a beaucoup dans ce cas. Mais donc ça veut dire que l'institution, et là je pense qu'on est tous d'accord pour ça, a fait un très mauvais choix d'aller je l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, ce type de joueur-là. Ok. On n'avait pas besoin de Mbappé au Real. Ça a fait un mauvais choix. Et je le dis pas a posteriori. Je suis d'accord avec toi. Et je le dis pas a posteriori. Si vous me connaissiez avant, moi, avant qu'il aille au Real, je me disais, mais frérot, il va faire quoi au Real ? Il va jouer où, etc. Faire quoi ? On en avait parlé déjà avant. En fait, on sait que Mbappé, c'est un péché d'ego d'avant tout de Florentino Pérez. En fait, on avait déjà des échos avant qu'Mbappé arrive que au Real Madrid, on est un peu moins unanime sur son arrivée. Mais c'était vraiment une envie de Florentino Pérez de ramener Mbappé. Et en fait, je vais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. En fait, Mbappé, c'est possible même qu'il soit arrivé sur la pointe des pieds. Je dis pas qu'il est venu pour tout foutre en l'air, etc. Mais en fait, le truc avec Mbappé, c'est qu'il est arrivé et il y avait un équilibre collectif qui était déjà créé. Moi, j'avais déjà dit. Personnellement, tu pouvais largement construire sur les bases de Vini, Rodrigo, Bellingham. L'an dernier, c'était parfait, c'était quasiment parfait en termes d'entente. En fait, quand tu ramènes un joueur du poids d'Mbappé, en fait, c'est pas quelque chose qui est neutre. Ça veut dire, quand tu ramènes Mbappé, c'est pas comme si tu ramènes Carreras. En fait, c'est un grand joueur, c'est un mec qui prend. En fait, c'est un ego en plus. En plus, c'est un mec qui ramène énormément de choses. Je veux dire, Mbappé aujourd'hui, l'impact qu'il a, Mbappé, c'est quoi ? C'est peut-être 130 millions d'abonnés sur Instagram. En fait, Mbappé, quand il arrive,
c'est ton équipe qui change. C'est ton équipe Le qui change. visage de ton équipe change. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement pour Mbappé, c'est que c'est ça, en fait, quand je dis quand il arrive, c'est ton équipe qui change. On a vu que l'an dernier, c'était mieux sans lui. Et quand il part du PSG, bizarrement, c'est mieux sans lui encore. C'est là, en fait, on se dit... En fait, c'est peut-être même pas sa faute, etc. Ouais. Vous me direz, mais en fait, de par la preuve c'est le chat noir. En fait, c'est un chat noir. Mais attends, tu te dis comment c'est possible? Il était au PSG, c'est censé être le meilleur joueur du monde, etc. En plus, la dernière fois, j'avais vu un tweet là sur Twitter archi marrant. Mbappé, c'est le premier meilleur joueur du monde où quand il est pas là, ses équipes jouent mieux. Ses équipes jouent mieux. Mais c'est factuel. C'est factuel. Ses équipes jouent mieux. Il y a plus d'entente, il y a plus de collectifs, etc. En fait, c'est le premier meilleur joueur du monde. Et quand tu regardes le PSG aujourd'hui, que t'as vu comme ça, quoi. Quand je regarde le PSG aujourd'hui, regarde la beauté. Et même quand les joueurs en interview, tu leur demandes, mais comment vous vous sentez aujourd'hui? Ils te disent, oui, on est une famille, on joue beaucoup mieux, on a une meilleure entente. C'est ce qui transpire sur le terrain et même en dehors. Non, mais ça, on l'entend, mais genre, ces discours-là de façade, on les entendait Mbappé, pas Mbappé, il y a 10 ans, etc. Donc en fait, genre, pour moi. Genre, mais quand ça se retranscrit sur le terrain. Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, je peux pas me baser simplement sur ça parce qu'on sait très bien que, genre, avant les gros matchs de Ligue des Champions, on voyait qu'au PSG, tout allait bien, soi-disant, et tout, finalement, quand ça perd, on commence à sortir des trucs. Regarde, bizarrement, l'info qui sort sur Lucas Beraldo. Oui, Lucas Beraldo veut être titulaire à un an. Comme par hasard, l'info elle sort au moment où il fait un match de merde. Au moment où il perd. Non mais genre, après Beraldo, oui, la communication, les infos médias comme ça, oui, tu peux pas te baser là-dessus. Je suis d'accord. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous que la manière de jouer aujourd'hui, de toute façon, genre, je l'avais dit la dernière fois en vidéo, j'avais dit que effectivement, il a pas pris conscience de certaines choses que peut-être Dembélé lui a pris conscience et a regardé maintenant le collectif. Je suis d'accord avec vous, mais moi genre le point qui est un peu trop facile, c'est de dire oui, il était pas là donc ça a gagné, c'est-à-dire genre il est parti du PSG donc ça a gagné, or que genre ils ont fait des demi-finales, ils ont fait des finales, etc. Donc en fait c'est pas pour moi en fait genre comme Ibrahimovic, effectivement il est jamais allé vraiment très loin dans les compétitions, peut-être aussi par rapport à certaines choses comme ça, mais là genre ça s'est joué à quoi genre la demi contre Dortmund. Non, là, vraiment, là, c'est tactique. Pour moi, parce c'est que quand tu regardes. Non, parce que genre le match de Dortmund l'année dernière, c'est tactique? Gros, à un moment donné, parlons pas d'un match, parlons du global. Non, un match peut te faire changer la manière dont tu vas. Parlons du global du PSG. Non, je te dis, parlons du global du PSG. Mais non, parce que genre en fait, prends la même dynamique. Laisse-le finir. Mais ça, c'est des circonstances, c'est des faits de jeu, c'est pas pareil. Ouais, mais genre ça te fait lire le match et genre le parcours différemment. Ouais, mais la Ligue des Champions, ça donne une finalité totalement différente, c'est sûr. Mais il y a aussi l'apport dans le jeu. Quand tu me parles de Paris-Dortmund, mais quand tu regardes Mbappé déjà. Il y a le match de Mbappé et ce que Dortmund a fait aussi derrière, c'est pas la même chose. Regarde ce que Paris a fait. Tu prends le Paris d'aujourd'hui, tu mets le Dortmund, c'est une autre dimension. T'as raison, non mais viens, on parle de ces matchs-là de Ligue des Champions. Et quand Mbappé il était à gauche, moi je ne cessais de dire arrêtez de mettre Mbappé à gauche, il ne provoque rien, il ne déborde pas, il ne fait rien. Quand ils mettent Barcola, qui change le match face à Barcelone? Qui a des carton rouge. Qui a des vraies occasions, qui crée aussi des débordements face à Dortmund et tout? Barcola. Parce qu'à un moment donné, tactiquement, on a changé un truc sur le côté. Moi, je regarde les matchs globalement du PSG. Je veux pas parler d'un match isolé ou quoi que ce soit. Moi, attention, parce que qu'on se comprenne bien. Jamais de la vie, je remets en question les qualités intrinsèques d'Mbappé. Non, je pense qu'on n'est pas là pour ça. On est bien d'accord. Parce que genre celui qui remet en cause, à un moment donné, on est bien d'accord. Mais maintenant, t'as pu le voir avec un volume de match énorme. Que ça soit sur la saison avec le PSG, que ça soit avec l'équipe de France, tu voyais qu'en termes de jeu, il y avait un problème. C'est pas genre sur un ou deux matchs on n'essaie pas de trouver un bouc émissaire et de dire que tout est de la faute d'Mbappé ou je ne sais pas quoi, mais c'est un fait. Quand il était là, tactiquement, l'équipe tournait moins bien. Et on le voit aussi au Real, et ça remet pas en question son niveau de jeu ou quoi que ce soit, mais son implication dans le collectif, que ça soit avec le Real, avec le PSG, avec l'équipe de France. Il y a un moment donné, on veut quoi? Qu'il fasse un autre troisième club pour qu'on dise que non, ça y est, c'est lui. Non, mais pas avocat de Mbappé. Non, mais regarde. Moi, genre, je suis juste là pour poser des questions et pour essayer qu'il y ait de la cohérence. En fait, genre, juste avoir de la cohérence parce que moi, genre, j'étais le premier genre, à dire que, effectivement, oui, genre, le PSG d'aujourd'hui n'aurait jamais pu être le même PSG avec Mbappé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Je suis lucide. Donc en fait, genre moi, genre je suis juste là à dire, mais en fait des fois on fait des raccourcis sur, je dirais pas sur une manière de jouer, mais genre sur des matchs où en fait ça joue un peu. Regardez même là le match de Ligue des Champions du PSG, Aston Villa ça joue genre sur un Pacho genre qui met son pied et peut-être des fois on peut lire le parcours différemment. Qui met son pied, en mais fait c'est juste ça que je dis. Je dis à un moment donné.
C'est des faits de jeu. Mais regarde le football. Mais c'est ça le football. Le cas de Dortmund que tu prends, pour moi, je peux le retranscrire sur le cas de Aston Villa. L'image que le PSG a donnée là à Aston Villa, ils sont ressortis victorieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement ce collectif qui est ressorti, parce que tout le monde se battait. Ça a été dur, mais ils se sont tous battus pour au final revenir à cette victoire. Face à Dortmund, il n'y avait pas cette même dynamique. La dynamique n'était pas du tout la même. Certes, ils ont tapé le poteau, ils ont eu des occasions, mais c'est pas la même. En face, Dortmund était une équipe qui collectivement défendait tous ensemble, et ce qui leur a permis de gagner aussi. Pour moi, je pense que, comme il l'a dit, cette dynamique de collectif, ça pose problème. Là, par exemple, tu ramènes Kvaratskhelia. Je suis désolé, il est pas meilleur que Mbappé intrinsèquement. Mais collectif, mais t'as vu la différence de dynamique qu'il met dans l'équipe. En fait, c'est juste de ça dont on parle, tu vois. Je suis d'accord, je ne relance pas, je vois le temps, mais je relance t'inquiète pas, je regarde le temps aussi, je vois le temps aussi. Mais on met pas tout sur le dos de Mbappé, je pense que tu l'as très bien compris. Mais oui, certes, les autres joueurs du Real, puisque principalement on parlait du Real, oui, ils doivent se mettre à courir. Ils doivent aussi se battre par rapport à ce que justement tu reviens. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup trop de faits qui vont contre lui pour pas que on se pose quand même la question, surtout pour des supporters du Real. Après, effectivement, l'institution est à remettre en question et tout ça. Et lui aussi, sincèrement, pour moi, il doit se remettre en question là. Le Real, il y a plein de choses qui doivent revoir. J'aurais jamais cru qu'on aurait dit ça sur le Real, l'institution. Non, franchement. Je sais pas, parce qu'il a pas non plus fait des coups de crasse de fou, tu vois. Mais on parle vraiment, comme on l'a dit, on parle vraiment de son attitude. Parce que même quand il arrive en conférence de presse, c'est normal, c'est un sportif, il doit transpirer la confiance. Mais très sincèrement, quand tu arrives sur le terrain, tu dois le montrer aussi. Et sur le terrain, ça se voit pas. Il se fait pocket par des joueurs, il se fait stopper par des joueurs qu'on se dit, mais à quelle heure il se fait stopper par des joueurs comme ça ? À quelle heure il fait des matchs d'une qualité pareille ? Alors qu'on sait que, mais il peut tout exploser. Mais là où je suis d'accord, où le Real quand même doit réaffirmer son institution, etc., c'est dans le fait de se laisser marcher dessus, un petit peu comme j'ai vu contre le PSG, ou même plusieurs fois dans la saison, où dès que ça se passe un peu moins bien, tu vois que les joueurs limite ils abandonnent le match, alors que c'est des choses que je ne voyais plus du côté du Real Madrid. C'était l'ADN du Real. C'était la dernière chose que tu disais du Real Madrid avant. Et en fait, aussi c'est important quand même de le dire, c'est que en fait tout n'est pas non plus la faute de Mbappé, etc. Exact. Sur l'année que le Real vient de passer, il y avait aussi des blessures, il y a eu la perte de Kroos qui n'a pas été remplacée. Comme j'ai dit, l'effectif a été ultra mal construit par Florentino Pérez. En dehors du fait que t'aurais peut-être pas forcément pu ramener Mbappé, plutôt un profil à la Harry Kane qui était disponible, mais t'as pas voulu dépenser à ce moment-là parce que tu préférais attendre l'an prochain pour faire Mbappé. Donc c'est aussi une responsabilité aujourd'hui de Florentino Pérez qui a construit cet effectif-là et qui fait en fait qu'on est en train d'en débattre aujourd'hui. Du coup, c'est pas non plus que de la faute d'Mbappé. Je pense pas non plus qu'il soit arrivé, on va dire, pour détruire le vestiaire ou etc. Moi, j'ai toujours dit un truc par la dynamique, on va dire, la dynamique collective qu'il a apportée sur le terrain, c'est vrai que en fait, t'as senti que ça allait beaucoup moins bien que les autres années, mais je pense que lui, en lui-même, je pense pas qu'en termes de comportement, etc., il ait forcément été problématique, et c'est important de le dire, parce que c'est vrai que il y a aussi des gens qui se disent on est contre Mbappé, on est anti-Mbappé, etc., mais vraiment, on parle vraiment que du jeu. Et à ce niveau-là, c'est vrai que il y a encore des choses à faire. Mais après, il reste une deuxième saison. Je pense qu'il faudra qu'il montre sur une saison où allez, t'as réussi à trouver ton équipe de base, qui a pas de blessure, etc. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Moi, et je suis pas définitif. Moi, je suis prêt à changer mon avis sur Mbappé. Et en soi, Mbappé à la base, j'aime Mbappé. Ouais, c'est un joueur qui m'a fait vivre des émotions de malade. Pour moi, ce que j'ai dit, parce que c'est surtout ce conflit-là que moi j'avais avec certains supporters du PSG, c'était comment vous pouvez lui en vouloir, c'est un rêve. Il va dans son club de rêve. Maintenant, tu peux pas lui en vouloir là-dessus, mais dans un deuxième temps, maintenant, quand tu arrives dans le club, sur le terrain, tu dois donner ce qu'il faut. On peut pas dire qu'il l'a pas fait. Il a mis ses 44 buts. Mais dans le jeu, dans l'apport, il y a encore de l'amélioration, clairement. Il y a encore de l'amélioration. Sur cette saison, il va être énormément scruté. Encore plus que la saison dernière. Là, c'est plus le droit. Et là, je pense que on va retrouver le Mbappé qui, lorsqu'il était dos au mur, répondait. Quand il était dos au mur, il a toujours répondu, il a toujours scoré, il a toujours été phénoménal. Et c'est ça qu'on attend de lui, en tout cas. Et c'était super. On n'a pas fini. Calmos, regardez pas le temps. Non, mais regardez pas le temps. On a trop le temps, les gars. De toute façon, on fait en bref. C'est à cause de... En très bref. Bref de bref. Chelsea. Ouais. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a vraiment débordé sur Mbappé. Chelsea. Il gagne cette Coupe du Monde des clubs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équipe qui a tapé toutes les équipes prime.
Barça Prime, Bayern Prime, Real Prime. Ils ont pris tout le monde. Et là, ils ont, avec cette coupe, gagné quasiment tous les titres domestiques. Ligue des Champions, Ligue Europa. Même tous. Hein. Ils ont vraiment tout pris. La question que j'aimerais vous poser pour clôturer tout ça. Est-ce que Chelsea n'est pas ce club qu'on dirait, oui, le club grotesque, le club... Oui, je fais exprès. Ils ont pris tous les clubs domestiques. Je fais exprès, justement. Est-ce qu'on est justement pas... Est-ce qu'on ne peut pas, justement, le rajouter dans ce panthéon, dans cette discussion, justement, par rapport à ce qu'ils ont accompli, parce que personne d'autre ne l'a fait, même si on sait que dans le jeu, dans la beauté du jeu, ça n'a pas toujours été ça. Moi, c'est jamais un club qui m'a marqué au niveau du jeu. Ouais. Moi, j'ai aucun amour pour ce club, mais c'est quand même très fort ce qu'ils font, quand même. Mais non, c'est très fort. Ils ont eu des périodes, voilà, on se souvient très bien. En plus, moi, supporter de Marseille, Drogba qui part à Chelsea, qui met un peu de temps à gagner là-bas, mais qui est aussi dans l'une des meilleures équipes de Première Ligue. Quand il est avec José Mourinho, qui prend très peu de buts, je crois qu'il n'était même pas une dizaine de buts dans la saison. Je détestais cette équipe. Voilà. Mais je trouve que c'est bien ce qui s'est passé pour eux parce que même si ces dernières années on a plus parlé de Chelsea par rapport à leur recrutement, par rapport à leur folie des grandeurs de vouloir avoir le maximum de joueurs jeunes avec des recrutements parfois où on se demandait Badiachil 50 millions, Dizazi 50 millions, ça allait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Là au final ils font une saison qui est plutôt bonne, ils accrochent la Ligue des Champions, ils vont au bout sur cette finale contre le Betis où ils sont menés. Ligue Europa Conférence. Voilà, Ligue Europa, ils vont loin, ils gagnent contre le Betis. Là aussi, on les voit pas, on les calcule pas trop, mais voilà, ils répondent présent. Ils ont une partie de tableau qui est un peu plus favorable, mais en soi, ça fait partie d'une compétition. Et le rendez-vous à la fin contre la meilleure équipe du monde de l'univers, effectivement, ils arrivent à gagner 3-0 propre. Donc en fait, moi, franchement, je dirais que la saison de Chelsea, très bien. Et c'est bien parce qu'on va reparler un peu de football à Chelsea. On va arrêter de parler de tout ce qui est un peu autour avec leurs propriétaires. Donc tant mieux, c'est bien. En termes de jeu, ce qu'ils ont développé peut-être cette année, c'est le plus beau Chelsea que j'ai vu. En termes de jeu. Sur toute l'année ? Oui. Ils ont été réguliers ? Ils ont développé quasiment le même jeu à chaque fois. Ouais, okay. C'est juste que, en fait, leur pièce à jouer, Cole Palmer, pendant un moment, il a fait une grosse disette, il a disparu. Il était là, il jouait, mais il n'était pas vraiment très très bon. Donc, quand tu perds ton joueur phare aussi, c'est important. Après, effectivement, sur le recrutement, ils sont allés dans tous les sens. On a des Modric. Ils sont trompés. Ils sont beaucoup trompés sur des joueurs. Ils ont 4 gardiens. Ils ont 4 gardiens, quasiment du même âge. Mais la défense, ils ont encore prêté de je sais pas qui. Ils ont encore vendu Badiachil ou je sais pas quoi. Les seules pièces vraiment maîtresses qu'ils ont, ça va être Malo Gusto, ça va être Cole Palmer, Joao Pedro, ça va se battre avec Jackson et Delap. Vous deux, vous en pensez quoi justement pour en finir là-dessus? Moi, Chelsea, en vrai, c'est un club que j'ai toujours apprécié. Franchement, mais c'est vrai que comme tu as dit, c'est vraiment le club qui climatise tout le monde à chaque fois, quoi. Genre en 2012, ils te tapent le Bayern Prime, ensuite ils ont même tapé le Barça Prime sur cette année-là. Ils battent City au moment où tu te dis City va enfin la prendre. Vraiment le club qui à chaque fois il gâche tous les plans de tout le monde. Mais ouais, en tout cas, moi je suis très intéressé de voir ce que ça va donner. Parce que de ce que j'ai vu, c'était l'équipe aussi, je crois, la plus jeune de l'histoire de la Première Ligue, à finir 4e ou un truc comme ça. Tu vois le projet de jeu qui commence à prendre. Ils ont pris pas mal de joueurs et comme disait, ils sont pas mal trompés. Mais tu commences à voir la colonne vertébrale. Ça veut dire que ton milieu, tu l'as. Maintenant, c'est Caicedo, Enzo, Palmer. Derrière, tu as des joueurs comme André Santos qui sont venus, etc. pour compléter tout ça. Tu as Reece James qui revient, Malo Gusto derrière. En fait, tu commences à te construire un effectif qui est ultra solide. S'ils arrivent à vraiment bien dégraisser, etc., tu dis que très rapidement, prochainement, Chelsea, on va commencer à en reparler pour la victoire finale en Ligue des Champions, pour reprendre aussi des titres de Première Ligue. Et en fait, c'est juste cool parce qu'en fait, tu retrouves. On va retrouver le quatuor de Première Ligue. Ouais, c'est ça. Et en fait, on l'avait un peu perdu et là, ça commence à revenir aussi avec Arsenal, etc. Là, c'est super cool. Chelsea, c'est l'équipe dont le mec le plus vieux de l'équipe. D'après vous, c'est quoi l'âge le plus vieux à Chelsea? 28. C'est 25. C'est 27. 27. Sanchez, non? C'est Nkunku. Nkunku? Oui. Quoi, c'est Nkunku le plus vieux? Ah ouais. Je suis mort. 27. Ça n'a aucun sens. C'est le petit frère, tu vois. Pour moi, il a encore 22 ans. Pour moi, il a 21 ans. Je crois que la moyenne de l'équipe, c'est même moins de 24 ans. Ils sont à 23 et quelques. C'est des bébés. Et moi, je vous annonce, Joao Pedro, préparez-vous. Ah, c'est chaud. Moi, non, mais parce que comme je te disais, je te l'ai dit, lui, je le suis depuis Watford, préparez-vous. En tout cas, soyez prêts, parce que lui, il est vraiment bon. Ben?
Bah écoute, à ta question, déjà si la question c'est, je sais pas, est-ce que Chelsea, ces 20 dernières années, c'est top tu peux dire que c'est un grand club ? Oui, Chelsea est un top club. Oui. Vraiment, Chelsea est un top club. On a tous un souvenir de Chelsea, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Chelsea. Chelsea est un top club. Mais c'est juste que c'est un club un peu à l'image d'un Arsenal qui s'est perdu un peu en chemin à un moment donné et qui, là, est peut-être en train de revenir dans le top des équipes en Angleterre. Et tout comme toi, j'ai pas suivi Chelsea toute l'année, mais le peu de fois où j'ai vu Chelsea jouer cette année, moi franchement, je kiffais. Franchement, je kiffe. Parce qu'en effet, c'est un peu à l'image du match contre le PSG. C'est un jeu très direct, avec beaucoup de courses, beaucoup d'intensité, d'animation. Moi, franchement, une vraie équipe d'Angleterre. Tu vois, moi, j'ai kiffé regarder. Tu vois, le peu de matchs que j'ai vu. Mais maintenant, est-ce que tout ce qu'on dit là va forcément se transformer en un titre dans les 3-4 prochaines années? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est tellement fluctuant, ça bouge tellement. Ils ont été irréguliers, très irréguliers. En tout cas, moi, dans les équipes que j'attends pour la Ligue des Champions, je compte Chelsea dans ces équipes. Parce que oui, ils ont gagné les compétitions, ils sont en Ligue des Champions. Ils ont un effectif qui va pouvoir, qui est jeune. Qui va avoir du poumon. Les effectifs qui vont pouvoir se développer cette saison, en tout cas sur la saison qui arrive, ça va être Barcelone et qui est effectif jeune, Paris Saint-Germain effectif très jeune, Chelsea qu'on peut compter dedans et Arsenal qui rentre aussi dans le compte. Ça va être des équipes, si tout se passe bien, qui normalement devraient pouvoir se développer et avoir un jeu flamboyant pour la suite. On n'oublie pas. Après, est-ce qu'ils vont être concernés, vu que c'est des jeunes, toute l'année, sur quasiment 10 mois, parce que genre le PSG, ils sont jeunes aussi, mais il y a des piliers quand même dans l'équipe, des Marquinhos, Pacho, etc. C'est ça. Maintenant, est-ce que ces jeunes-là, quand ça va être un peu plus compliqué, il va falloir aller à Bournemouth durant l'hiver ou autre, est-ce qu'ils vont réussir à être réguliers? Les jeunes de maintenant, c'est pas les jeunes d'avant. Ce sont des jeunes qui ont commencé très très tôt. Ils ont déjà une certaine bouteille. Ouais, ce sont des jeunes. Quand nous on dit jeunes, à l'époque, quand t'avais un gars comme Fabregas qui avait commencé à 16 ans, t'en avais un par équipe, tu vois. Maintenant, t'en as 2-3 par équipe, t'en as qui en arrivent dans tous les sens. Mais là, quand il n'y a que des jeunes. Justement, ils ont énormément de matchs, ces mecs. Oui, ils ont énormément de matchs, mais à un moment donné, c'est bien d'avoir des piliers dans l'équipe quand même. Oui, c'est très bien. Des anciens quand même. Je suis d'accord. Mais maintenant, ils ont tellement de matchs qu'ils ont autant d'expérience que les anciens qui avaient par exemple, il y a 10-15 ans. Ils ont autant de bouteilles. Expérience de jeu, je parle. Ouais, expérience de jeu. Après, bien sûr, dans les moments chauds, bien sûr, ça fait toujours plaisir d'avoir un Ramos derrière qui va te remettre une chiquette, d'un Marquinhos qui peut revenir t'apporter son expérience. Ouais, voilà. Donc c'est important. Moi, je veux te dire, ce qui va faire la différence, c'est quand ces jeunes-là, tu les mets en concurrence. Tu vois, quand t'as 30 piges, en général, t'arrives, on va dire, à ton apogée. T'es très fort en général. Si t'es un top joueur, on va pas trop te mettre de concu, tu vois. Mais les jeunes joueurs en devenir, les potentiels et tout, c'est très rare, sauf cas de, par exemple, je sais pas, Barcelone à un moment donné, on n'a pas les finances et c'est un peu comme ça qu'un Yamal sort, tu vois, parce qu'il y a personne devant. Mais, sauf cas exceptionnel, normalement, des jeunes talentueux, quand tu les mets en concurrence, normalement, ça devrait aller. Je cherche dans l'histoire une équipe aussi jeune qui gagne. Le PSG gagne, pourtant c'est déjà très jeune. C'est très jeune. C'est jeune, mais en fait c'est pour ça que je dis pour moi, il doit y avoir quand même à tous les étages, quand même des grosses têtes. Et en fait je cherche là dans l'histoire, pour moi je vois l'Ajax en 95. Après tu vois, à Chelsea, l'air de rien, même si t'as entre guillemets des jeunes joueurs, t'as quand même, comme dit Rodrigue, même si tu as des gens comme Reece James, malgré tout, ça fait quand même quelques années à Chelsea. Et puis même en termes de mental, quand il est sur un terrain et tout, c'est 5 matchs, Parce que je l'adore. Là, il est revenu. Il revient. Après, la blessure qu'il a eue, c'était pas n'importe quoi. Ah non, mais genre, il je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Pour avoir un impact, il faut être dans le groupe. Je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, je le voyais vraiment comme l'un des meilleurs arrières du monde. Il a volé au Real. Franchement, à la base, Non, il aurait pu. Mais du coup, les gars. Est-ce qu'on a passé le temps? On a fini là. On a évoqué tous les gros sujets. On a beaucoup parlé de Mbappé encore. Toujours et encore et toujours. Encore et toujours. Non, mais c'est les sujets qu'on aime bien évoquer. Ça fait plaisir, justement. En tout cas, je vais parler directement à la caméra comme j'aime bien le faire. Je prends ma voix mielleuse un peu. Non, je déconne. En tout cas,
Toi qui vas regarder cette vidéo, j'espère que tu vas kiffer. N'hésite pas à réagir, bien sûr, à tout ça. Commentaires. Si tu veux partager justement à tes potes, n'hésite pas à le faire aussi. On compte sur toi. Dispo sur YouTube, Instagram, TikTok. Et comme j'ai l'habitude de se dire, peace. Ciao les gars.